Donc, je suis Jacques Poulet, je suis le directeur du pôle animal de la coopération agricole et c'est moi qui vais être l'animateur de cette conférence cet après-midi. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ça nous fait vraiment plaisir de vous revoir. C'est le 8e rendez-vous organisé par la coopération agricole sur le SPACE au cours de cette conférence sur le bien-être animal. Donc, on est content de reprendre ce rendez-vous annuel. Et cette année, on a une conférence un petit peu particulière, puisqu'elle va se dérouler en 2 parties. Vous allez avoir une première partie qui va être une présentation d'un livret thématique, comme on en fait pas mal à la coopération agricole. Celui-ci est spécifique sur le bien-être animal, donc on a considéré que c'était l'occasion rêvée pour vous faire cette présentation. On l'a même donné ce matin en main propre au ministre de l'Agriculture lors de sa tournée, et puisqu'il fait partie des témoins de ce thème. Et donc, on se tenait de lui remettre le document final. Question organisation. Alors, la deuxième partie de cette table ronde, de cette conférence, ce sera sous la forme d'une table ronde plus classique. La thématique de cette table ronde, ça va être alimentation des animaux. Le bien-être commence dès l'auge. Donc, comme vous le savez, l'absence de soif et de faim pour les animaux, c'est une des 5 libertés qui définissent le bien-être animal. Donc, on a décidé de s'intéresser à celle de l'alimentation animale, donc de la faim, mais de l'alimentation en général, de l'alimentation animale en général, et de l'impact du lien qu'il pouvait y avoir avec le bien-être animal. Question organisation, donc ce que je vous propose, c'est de laisser les intervenants faire leur présentation. On a gardé du temps à la fin pour les questions, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis une particularité cette année, cette conférence est filmée, puisqu'elle est retransmise sur un Facebook Live, sur le Facebook de la coopération agricole, donc qui est en accès libre. Et donc on aura des questions qui viendront de l'extérieur. Et c'est Quentin, donc le responsable du bien-être animal à la coopération agricole, qui nous relaiera les questions. Donc sans plus tarder, je vais passer le micro à Michael Marceroux, qui est éleveur de la coopération agricole et qui est notre référent sur le bien-être animal à la coopération agricole. Merci beaucoup Jacques. Bonjour à tout le monde. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle année. Alors au sommet, c'est ma première année pour moi, parce que l'année dernière, malheureusement, donc il n'y avait pas de sommet, et puis on avait dû faire cette conférence-là à niveau digital, qui avait été une très belle réussite aussi. Et donc ça fait plaisir de pouvoir vous revoir vraiment tous ensemble pour qu'on puisse parler de ce thème-là, du thème du bien-être animal, qui est pour nous un thème très important à aujourd'hui. Alors rapidement, moi je vous fais une introduction très politique. C'est toujours compliqué d'avoir le politique au début et puis après. Mais c'est quand même important aujourd'hui de rappeler les fondamentaux parce qu'au niveau de la coopération agricole, pour nous, le bien-être animal, c'est une des valeurs fondamentales parce que c'est important. Il faut qu'aujourd'hui, on prenne en compte le bien-être et je pense que cette journée, cet après-midi qu'on a vu avec ce thème-là, le thème en première partie qui va montrer beaucoup de choses et après la conférence avec le sujet bien précis qui montrera aussi d'autres choses, c'est important pour nous de prendre ce temps-là. Et qui de mieux que les coopératives pour pouvoir parler de bien-être animal. Finalement, aujourd'hui, le réseau des coopératives est positionné sur tous les maillons de la chaîne, que ce soit au niveau de la production, avec les producteurs, au niveau de la transformation, mais aussi au niveau de la mise en marché. Et donc, c'est important qu'on puisse ramener comme ça toute cette sensibilité bien-être animal à tout le monde et à tous les niveaux, avec un accompagnement bien précis qu'on puisse apporter à tous nos adhérents aussi. On en parle beaucoup, mais pour nous, c'est une vraie fierté, car ça fait quelques années que la coopération agricole est inscrite dans la problématique de dire le bien-être animal, c'est important, mais ce n'est pas la seule solution. Que le bien-être animal passe obligatoirement par le bien-être de l'éleveur et par aussi beaucoup de choses, et ça, c'est important. Et il y a quelques années, on a voulu s'inscrire dans une démarche de One Welfare, qui est pour nous primordiale aujourd'hui. Et là-dessus, on a été vraiment visionnaire de pouvoir se lancer là-dessus avant beaucoup de monde. Alors, je dis on, mais essentiellement, c'était Christelle qui était avec nous à l'époque, qui nous a amené cette idée-là. Et je pense qu'on peut la remercier aussi parce que finalement, c'était une vraie vision. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle quasiment plus de bien-être animal sans le bien-être de l'éleveur. Et je pense que pour les éleveurs qui sont dans la salle là, c'est primordial aussi de pouvoir échanger sur ce volet-là. On a parlé de la vidéo. C'est important, vous verrez, de pouvoir avoir du digital, c'est primordial. Et on a eu l'occasion aussi, au niveau de la coopération, l'année dernière, de pouvoir faire, ou il y a même 2 ans,
je suis peut-être un peu perdu sur les dates, mais de pouvoir faire une petite vidéo animée qui puisse montrer vraiment la réalité du One Welfare, pour montrer toutes les étapes et de montrer cette réalité-là. Donc, à l'occasion, vous pouvez aller la voir sur le site de la coopération et ça sera une bonne chose. Le thème, pour nous, ce qui était surtout important là-dessus, mais ça sera dit, hein, on le rééchangera tous ensemble, c'était d'avoir un outil qui puisse mettre en avant les différentes pratiques que font les agriculteurs, les coopératives sur le terrain, dans le sens du bien-être animal. Et donc, c'est tout ça que vous pourrez retrouver dans ce super ouvrage, même ce merveilleux ouvrage qui est le nôtre et que vous verrez. Voilà, au global, les quelques mots que je voulais vous dire sur le lancement, parce que c'est toujours important de pouvoir prendre le temps et de regarder tout ça. Puis je vais relaisser la parole à Jacques sur le déroulé ou à Quentin. Oui, je vais passer tout de suite le micro à Quentin pour qu'il nous fasse sa présentation du thème sur le bien-être animal. Merci et bonjour à tous. Je suis Quentin, je travaille avec Michael et Jacques sur le bien-être animal pour la coopération agricole. Et on a beaucoup de chance, on a un très bel accompagnement à la coopération, avec notamment beaucoup d'autres personnes qui sont présentes dans la salle. Et on voulait prendre l'opportunité de vous présenter ce travail qu'on a fait sur le thème. Le thème, qu'est-ce que c'est ? Comme l'ont dit Jacques et Michael, tout simplement, c'est un recueil de bonnes pratiques. Et donc, ce recueil de bonnes pratiques, ça vise à aller sonder en fait notre réseau pour arriver à montrer tout ce qui se fait de bien et surtout arriver à le valoriser. Parce qu'une des difficultés qu'on a, comme l'a dit Michael, c'est vraiment d'arriver à avoir les mots justes sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets faciles et pas forcément des sujets non plus faciles à expliquer. Donc, l'objectif de ce thème, c'était vraiment d'avoir les illustrations qui vont bien avec le texte qui va bien. C'est vachement réduit à l'écran. Pour les personnes qui sont connectées sur notre live, je vous ai posté en début de conférence un lien qui vous permet de télécharger ce thème directement sur le site de la coopération agricole. Donc voilà, je vous invite évidemment à le télécharger parce qu'il est super. Et ce n'est pas juste parce que c'est nous qui l'avons écrit. Et pour les personnes qui sont dans la salle, vous l'avez normalement tous récupéré à l'entrée. Cet ouvrage, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est un peu la manière dont on l'a conçu, et puis ensuite la manière dont il marche, en quelque sorte. Alors, sur la manière dont on l'a conçu, en fait, au niveau de la coopération, on a la chance d'avoir un réseau très fort, donc comme je disais en introduction, et c'est en s'appuyant sur ce réseau qu'en fait, on a sondé tous nos partenaires qui s'occupent du bien-être animal, qui traitent de bien-être animal, et nous sommes réunis au sein d'un groupe de travail qui est spécifiquement dédié au bien-être animal. Et au sein de ce groupe, nous avons pu rechercher des initiatives, prendre les contacts avec toutes nos coopératives dans l'ensemble des territoires de France pour identifier, choisir ensemble et puis choisir comment expliquer toutes ces initiatives. Vous le voyez, en fait, nous avons réalisé une représentation sur la carte également qui vous montre que c'est vraiment étendu sur l'ensemble du territoire de France. C'est avec ce groupe, donc, et de manière concertée avec toutes nos coopératives qui ont accepté de participer à ce travail, que nous avons pu donc choisir de quoi on allait parler, comment on allait le présenter. Ça a été vraiment un processus de concertation et de validation par l'ensemble des acteurs du début à la fin. Donc ça, c'est sur la manière dont notre thème a été construit. Je profite également de l'occasion pour remercier nos grands témoins, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'avoir 3 excellents grands témoins qui ont accepté de participer et de nous donner leur regard, vous verrez en fin de document, sur ces initiatives qu'on leur a présentées. Et alors, à ces grands témoins, à chaque fois, on leur demandait ce qu'ils pensaient du bien-être, comment eux le traitent, ce qu'ils pensent de nos initiatives. Et surtout, on leur demandait également leurs conseils, leur vision sur le bien-être animal, pour nous donner des idées pour des axes d'amélioration. Donc, c'était très enrichissant. Et comme disait Jacques, nous avons eu la chance d'avoir la participation de Monsieur le Ministre. Et je tenais encore à remercier ces équipes et puis évidemment les 2 autres grands témoins. Ce thème, en fait, rassemble de très nombreuses coopératives. Vous avez à chaque fois, en fait, sur ce volet-là, une présentation de la coopérative, de l'endroit du territoire sur lequel elle se situe. Vous avez quelques chiffres clés, vous avez l'identification de l'intervenant, donc la personne qui a accepté de nous partager son témoignage. Et puis, donc, vous avez une partie descriptive de qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment ça marche, ces choses-là.
Et puis surtout, ce qu'on a voulu valoriser en plus de l'illustration, cet encart qui est en bleu, en bas à droite, pardon. Et dans cet encart, on a voulu souligner les apports qui étaient témoignés par en fait les personnes avec qui on discutait et qui nous disaient, moi, en tant qu'éleveur, en tant que technicien, en tant que qui que ce soit avec qui on a parlé, je trouve que ces initiatives, elle est bien parce que. Et cette initiative, elle m'a apporté ça et elle a apporté ça pour mes animaux. Et on a estimé qu'en fait, c'était ça vraiment qui nous permettait de valoriser à la fois ce lien entre le bien-être des animaux et le bien-être des hommes, et puis à la fois la réalité économique dans laquelle on vit, la réalité des territoires, et puis notre volonté de s'inscrire dans une agriculture durable. Donc évidemment, je vous encourage très fortement à lire ces carrés bleus parce que c'est super intéressant. J'aurais aimé proposer à des coopératives ou des représentants de coopératives qui sont ici avec nous aujourd'hui et qui ont accepté de participer à ce thème, s'ils veulent bien prendre la parole. Je sais que normalement, nous devrions avoir Flora de Rino. Est-elle là? Elle est là-bas. Super. C'est bien de vous voir en vrai, après ces années de travail à distance. Donc Flora travaille pour vous vous présenterez mieux que moi, mais en tout cas représente l'association Éleveurs et Biens qui fait partie de notre thème et qui travaille notamment avec les coopératives Terrena et Cavac. Je pense que nous avons également d'autres coopératives dans la salle. Je pense que nous pourrons demander à Luc peut-être son retour de Sodial ou pas, c'est pas obligé. Sachant que l'esprit en fait à chaque fois c'est de pouvoir voir l'intérêt de participer au thème. Et puis nous pourrons évidemment demander à Michael également Marcirou de la réflexion à Artéris. Flora, si tu veux bien, je te donne le micro. Donc bonjour, Flora Dorwino. Je travaille au sein de l'entreprise Le Lait Perriot, donc leader européen sur le marché de la transformation et commercialisation de la viande de lapin. Et nous nous sommes rapprochés effectivement de deux de nos partenaires, que sont Cavac et Terrena, il y a quelques années de cela, pour mettre en commun effectivement toute notre R&D sur la partie bien-être animal. On a été sollicité par nos clients il y a plus de 10 ans maintenant, notamment sur le côté allemand, les pays du nord de l'Europe, la Suisse, où on nous sollicitait sur effectivement la prise en compte de cette notion du bien-être animal. Donc ça fait depuis de nombreuses années qu'on travaille chacun dans notre coin. Et en 2017, on s'est dit qu'il était peut-être temps maintenant de mutualiser. L'union fait la force, la preuve. Et donc on a tout mis sur la table. On a partagé effectivement nos différentes expériences. Et puis l'autre raison de la mutualisation, il faut aussi pas se leurrer. Sur le marché, il n'y avait pas de la place non plus pour une offre pléthorique et j'ai envie de dire notamment au bien-être animal. Donc il était préférable effectivement plutôt de venir avec une offre j'ai envie de dire digne de ce nom, en prenant réellement en compte cette notion de bien-être animal. Mais c'était plus simple commercialement de venir avec une que plusieurs, en fait, sur un marché comme celui de la viande de lapin. Ce qui fait que voilà, on a mutualisé nos efforts en 2019 et c'est devenu concret en 2017, excusez-moi, et c'est devenu concret en 2019 avec le lancement effectivement à la fois de l'association Éleveurs et Biens et puis surtout d'une marque qui s'appelle Lapin et Biens et qui permet effectivement voilà de valoriser nos différents travaux et notamment ceux des éleveurs. Et tout à l'heure, effectivement, Quentin soulignait les petits encadrés bleus. Et nous concernant, donc c'est pages 30 et 31, vous pourrez y voir qu'un des réels intérêts de cette nouvelle méthode d'élevage, c'est que les éleveurs, en fait, ils sont parmi leurs animaux. Alors, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail du concept, mais les lapins sont élevés au sol, dans de l'argent clos, ce qui est effectivement une première, hein, c'est une vraie innovation. Et donc, dans ce cas précis, on peut réellement parler de proximité. Et ça, jusque-là, c'était effectivement pas autant le cas. Les éleveurs peuvent effectivement être parmi leurs animaux. Et au-delà de cette proximité, ça a surtout apporté une certaine fierté. Et c'est non négligeable aujourd'hui, notamment, j'ai envie de dire, pour les éleveurs, en fait. Voilà ce que je pourrais dire sur nos travaux, en fait, communs avec Cavac et Terrena. Merci beaucoup, Flora, pour cette intervention. Je me tourne maintenant vers Luc, si tu veux bien.
Et bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, hein, en fin de compte, au niveau de notre coopérative Sodial, hein, moi je suis producteur de lait dans le département du Nord. Et au niveau de notre coopérative Sodial, en fin de compte, l'importance du bien-être animal, hein, on entend un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, hein, que ce soit dans les attentes sociétales et autres. Donc c'est vraiment un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. Hein, donc on a travaillé sur ces éléments-là. Vous savez qu'il existe une charte pour les producteurs de lait, ce qu'on appelle la charte des bonnes pratiques. On a fait en sorte de la faire évoluer aussi en y impliquant des indicateurs sur le bien-être animal. Hein, et notre rôle aujourd'hui, c'est de visiter toutes les exploitations pour qu'elles répondent vraiment à ce type d'indicateurs, hein, et puis qu'elles soient conformes à ce qu'on attend aujourd'hui du bien-être animal, et pour éviter aussi certains messages qui sont parfois négatifs. Donc, on est plutôt proactif sur le sujet, et c'est pour ça qu'on avait aussi témoigné sur le thème. Merci encore, Luc. Et pour terminer, je vous propose de passer la parole à Michael. Merci, Quentin. Nous, aujourd'hui, donc, c'est sur le groupe Arteris. On a fait un constat très simple sur le groupe Arteris, c'est qu'on parle beaucoup à nos éleveurs et on leur dit beaucoup essayez de faire du bien-être animal, réfléchissez à vos pratiques et tout ça. À force de leur dire, on s'est dit mais peut-être une des choses importantes à faire, ça serait d'abord de regarder chez nous, au sein du groupe, dans les différentes étapes qu'on a dans le groupe, de voir est-ce que nous, les premiers, on est bien-être animal. Puis on s'est dit, bien sûr qu'on l'est, parce que historiquement, tout ce qu'on sait faire, on est déjà des éleveurs ou on est des hommes qui travaillent avec les animaux dans les centres d'enlèvement et on fait du bien-être animal en permanence. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est vraiment de pouvoir l'identifier. Et ce qu'on a voulu à Arteris, en partenariat, c'est de dire, il faut qu'on ait un moyen de pouvoir identifier nos pratiques et nos bonnes pratiques. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec le diagnostic de bien-être animal en centre d'enlèvement, de pouvoir le faire sur nos différents centres et puis de regarder un peu ce qui allait, ce qui n'allait pas et de pouvoir faire évoluer nos pratiques avec un axe fort de dire, mettons en avant ce qu'on fait déjà, et puis, quoi qu'il en soit, il faut faire des nouvelles choses, donc essayons d'avancer en mettant des nouvelles pratiques en place. Et après, on s'est dit, une chose qui est importante aussi dans le bien-être animal, c'est que c'est intéressant de pouvoir avoir un référent bien-être animal. Un référent qui est dans la coopérative et qui puisse aller dans les différents centres d'allottement qu'on a, et puis tout doucement faire passer aux gens d'autres pratiques ou d'autres évolutions, ou faire juste voir quelque chose, peut-être une barrière qui est mal accrochée, et si elle se décroche, elle peut faire mal à un animal, c'est juste bêtement de dire celle-là, on pourrait la modifier. Et donc c'est sur ces deux axes-là qu'on a travaillé. Le premier axe qui était le diagnostic en centre d'allottement qui était important, et d'avoir un référent bien-être animal pour pouvoir sensibiliser tous les salariés et les éleveurs quand ils viennent décharger sur la problématique du bien-être. Super, merci beaucoup Michael. Et merci à tous. Nous avons fait le tour de notre sujet théma. Donc je pense qu'il ne nous reste que vraiment à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation du document. Toutes les personnes du groupe de travail, toutes les personnes des coopératives avec qui on a travaillé, toutes les personnes qui nous ont aidés aussi à la réalisation technique, parce qu'en fait, j'ai appris que c'est vachement difficile d'écrire un bouquin, en fait. Et c'est encore plus difficile de faire des trucs en couleur un peu jolis. Donc voilà, vraiment, c'est une expérience que je vous recommande à tous. On apprend beaucoup et on rencontre des gens passionnés et passionnants. Je vais maintenant passer la parole à Jacques pour que nous puissions passer à la partie d'après. Merci Quentin. Non, donc un objectif, vous voyez, de communication pour qu'on dise ce que l'on fait, mais d'information, parce qu'il faut aussi que l'on montre par l'exemple aux autres coopératives des idées, qu'on leur donne des idées, qu'on leur montre qu'il y a des choses qui sont faisables. Et donc l'objectif de ce thème, c'était bien sûr de communiquer de façon positive sur le bien-être animal par rapport aux démarches que nous avons entreprises, mais aussi de donner un élan à l'ensemble du monde coopératif en disant c'est faisable, allons-y, inscrivons-nous dans une démarche de progrès. Nous allons passer à la deuxième partie. Donc s'il y a des questions, on les verra après, on aura du temps. On va passer à la deuxième partie, donc, qui est la partie table ronde, donc plus traditionnelle dans ce genre de débat. Donc je vais demander à mes intervenants de bien vouloir prendre place derrière la table. Notre premier intervenant, c'est Jean-Laurent Tussec de SOAL, Sud-Ouest Aliments, société spécialisée dans la nutrition animale. Et Jean-Laurent est aussi membre du conseil scientifique de la nutrition animale. Jean-Laurent va nous faire une présentation assez générale des liens qui existent entre l'alimentation et le bien-être animal. Et il va nous donner un exemple concret sur ce que l'on appelle le confort digestif.
Donc bonjour à tout le monde. Donc Jean-Laurent Tuzek. Donc moi je suis donc responsable de l'activité formulation pour Sud-Ouest Aliments, donc un fabricant d'aliments présent dans le grand Sud-Ouest, et également donc membre du conseil scientifique de la nutrition animale. Donc le propos, effectivement, c'est la contribution de la nutrition animale au. Il n'y aura pas de diapo. Je regarde le tableau, mais il n'y aura pas de diapo. Donc la contribution de la nutrition animale donc au bien-être animal. Donc déjà, ce qui est important à rappeler, c'est de rappeler quelle est la vocation initiale de la nutrition animale. C'est déjà donc de fournir un aliment de qualité, donc qui répond aux besoins donc physiologiques de l'animal, en fonction de son âge, de la génétique, du mode de production. Donc voilà, qui répond à tous ces besoins en tant que tel. Et donc cet aliment donc sera donc mis à disposition donc de l'animal donc en élevage, voilà, dans de bonnes conditions d'élevage. Et c'est ainsi que la nutrition va contribuer donc à la bonne santé donc de l'animal. Donc quels sont les moyens dont dispose le fabricant pour justement donc fournir cet aliment donc de qualité. Donc il y a des moyens à la fois humains et bien sûr technologiques. Donc sur les moyens humains, il dispose d'équipes formulation qui vont établir les recettes pour chacune des espèces. Donc ça demande beaucoup de connaissances en termes de spécification des besoins, et travailler aussi donc sur la qualité des matières premières, les valoriser. C'est aussi ce qui va permettre à l'éleveur donc d'avoir à disposition un aliment qui soit régulier, et ça aussi ça contribue dans le bon équilibre de l'animal à avoir cette régularité. Donc les outils de fabrication sont importants. Il faut savoir qu'une usine d'aliments c'est quand même très complexe. On fait de l'aliment en farine, en granulé, en miettes. Donc chaque taille de miette ou de granulé sera adaptée bien sûr à l'espèce et à l'âge de l'animal. On sait que tout dérive par rapport à ces présentations peut être préjudiciable, donc soit entraîner parfois du gaspillage ou même des changements comportementaux des animaux, voire du nervosisme. Donc, je dirais que c'est un élément clé au niveau de la nutrition animale. Ensuite, il y a tout le volet qualité qui est effectivement aussi très, très important. Donc, c'est les contrôles des intrants qui se font en amont, donc notamment sous le couvert de l'association Calim, qui mutualise un plan de contrôle au niveau de la profession pour prévenir des risques, tels que les risques bactériologiques et mycotoxines, par exemple, qui, ceux-là aussi, sont préjudiciables à l'animal. Donc, c'est la prévention qui est faite au niveau des fabricants d'aliments au travers de leur plan de contrôle. Et enfin, il y a tout un contexte réglementaire et aussi donc le couvert du recueil commun de la nutrition animale, dans lequel les bonnes pratiques sont édictées et donc appliquées par les fabricants, et pour lequel donc des audits sont réalisés. Donc, je dirais que voilà un petit peu tous les moyens dont dispose le fabricant. Vous voyez que c'est assez exigeant comme métier. Ensuite, il y a l'expertise. Donc, des fabricants, comme nous, avons des cellules R&D en interne. Donc là, on va innover sur certaines thématiques. Donc, on parlera ensuite du confort digestif. Donc, les équipes en interne, il y a aussi tout le monde, tous les professionnels des additifs présents sur ce salon du SPACE, avec qui on interfère pour trouver des solutions dans le cadre du bien-être animal. Donc, les deux sujets qu'on a retenus pour vous présenter, donc c'est le confort digestif, ce qui a été dit en introduction. Donc, le confort digestif, donc on va pouvoir le travailler nous en formulation à différentes échelles. Donc, la première, ça va être de travailler sur donc une protéine dite équilibrée. Donc, pour ça, sur le marché donc des acides aminés, on a à présent tout un panel d'acides aminés qui va au-delà des classiques, la lysine, la méthionine, tréonine. Aujourd'hui, on peut aller très très loin donc sur ce concept de protéine idéale, et ce qui permet justement d'adapter au plus juste le niveau de protéines que l'on formule. Et on sait que ces excès de protéines peuvent être à l'origine de troubles digestifs. Donc c'est un élément important de maîtrise au travers de la formulation. Alors ensuite, on va pouvoir aussi valoriser notre aliment avec des choix d'additifs. Donc en particulier, donc, il y a les enzymes qui sont aujourd'hui devenues très très répandues dans notamment la nutrition des monogastriques. Donc, dans le cas de la protéine, ce sont les enzymes protéolytiques aussi qui vont nous servir à réduire cette partie d'indigestible. Et donc, qui dit réduire la partie d'indigestible dans l'aliment, ce sera moins d'excrétion azotée dans les litières. Et donc, qui dit une meilleure litière dira aussi un confort à la fois respiratoire avec moins de formation d'ammoniac, donc pour l'animal, et également un confort physique avec plus de confort, on va dire, sur la voûte plantaire. Donc, tous ces éléments sont effectivement importants pour faire la prévention et donc apporter donc, tout ce confort. Quand on parle d'enzymes, on peut aussi étendre ce qu'on appelle les enzymes, les NSPases, qui vont donc avoir une action sur donc, les polysaccharides non amylacés et donc limiter ce qu'on appelle le pouvoir viscosant de certaines matières premières comme les céréales à paille,
qui peuvent aussi être à l'origine de certains troubles digestifs. Donc là, ce sont des exemples. Alors, l'exposé ne se veut pas exhaustif en 10 minutes, mais en complément, on peut aussi parler. Donc, il y a de plus en plus l'utilisation, l'incorporation dans l'aliment de ce qu'on appelle des probiotiques, qui seront des bactéries donc, incorporées dans l'aliment, donc qui sont revivifiées dans le tube digestif et qui vont donc coloniser ce tube digestif et éviter donc l'implantation de flore défavorables. Donc, ça peut être du prébiotique. Il y aura aussi des prébiotiques qui, là, sont plutôt des sucres courts, qui vont permettre d'orienter vers le développement d'une flore plutôt bénéfique. Voilà, donc vous voyez que les exemples d'application ne manquent pas, il y en a encore beaucoup d'autres. Un autre exemple, j'ai voulu prendre un autre exemple aussi en termes de stratégie nutritionnelle pour apporter donc on va dire, du confort en élevage aux animaux, c'est la gestion du stress thermique. Donc c'est une thématique que l'on voit de plus en plus, même si cet été n'a pas été très chaud, on a quand même tendance à avoir les années passées donc des conditions d'élevage qui peuvent être parfois très difficiles, notamment pour des volailles qui n'ont que l'hyperventilation pour éliminer cette extra chaleur. Donc, pour apporter du confort à ces animaux, aujourd'hui, on a aussi des solutions nutritionnelles, donc via l'aliment, avec des matières premières, des additifs, type la bétaïne, par exemple, pour laquelle on sait qu'elle aura donc un rôle d'osmorégulateur. On aura également le choix d'incorporer du bicarbonate, qui est aujourd'hui une des solutions qui fonctionne bien aussi, de par l'effet tampon au niveau du pH sanguin. Donc, ces actions cumulées avec aussi l'action du formulateur qui, lui, pourra adapter le niveau énergétique donc, de sa formule d'aliment et faire des choix aussi de sources énergétiques, plutôt de l'huile que de l'amidon sur l'été, car ça générera moins d'extra chaleur pour l'animal et on améliorera encore une fois son confort face à une situation de stress thermique en élevage. Donc voilà deux exemples qui montrent un petit peu la complémentarité qu'il peut y avoir dans ce qu'on attend donc aliment de qualité et donc des options qui vont permettre donc d'améliorer donc le confort de l'animal en élevage. Alors après il y a d'autres thématiques, on ne pourra pas toutes les développer. Il y a également le travail qui est fait donc pour stimuler les défenses immunitaires. Donc là-dessus aussi, il peut y avoir des choix d'incorporation de vitamines, d'oligo-éléments qui vont venir donc renforcer les défenses immunitaires à certaines périodes donc, de la vie de l'animal. Voilà un petit peu tous les exemples qui existent. Après, donc là, on a parlé d'aliments complets. Donc, il existe aussi une autre forme d'aliment qui est beaucoup utilisée directement par les éleveurs cette fois-ci, ce qui permet d'avoir une action complémentaire entre le fabricant et l'éleveur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aliments complémentaires diététiques. Donc ça, ce sont des aliments qui répondent à des objectifs nutritionnels bien précis, voilà, comme par exemple le soutien à la fonction hépatique, les transitions alimentaires après le sevrage. Voilà, donc ce sont des aliments donc, qui vont apporter donc, des micronutriments à très forte concentration adaptée, qui seront distribués donc, sur une courte période et qui permettront donc à l'éleveur d'agir donc, à un moment donné critique de l'élevage de la même manière pour soutenir l'animal et mieux passer donc, une période qui peut être compliquée comme une phase de sevrage ou d'autres thématiques, telles que par exemple la mise à l'herbage, où là il est toujours intéressant de faire des compléments en oligo-éléments pour les ruminants. Donc voilà un petit peu tout l'éventail d'actions qu'il existe. Voilà, donc ce qu'on peut dire en complément, plutôt en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que vous voyez donc le métier de fabricant d'aliments est un métier exigeant, donc pour garantir donc cette qualité d'aliments. Donc il a à sa disposition toutes les équipes et le monde de la nutrition qui nous permet de trouver, d'innover et en particulier donc d'aller plus loin dans le cadre du bien-être animal. Et par contre, ce travail-là se fera en complémentarité avec l'éleveur qui, lui, bien sûr, maîtrise donc les conditions d'ambiance de son élevage. Et je dirais que la complémentarité des deux fera que, de toute façon, le bien-être animal n'en sera que amélioré et dans le sens d'aller toujours plus loin et d'être plus précis dans cette démarche. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Donc, merci pour la présentation très intéressante. Donc, vous voyez, le bien-être animal fait déjà partie de la formulation chez nos fabricants d'aliments. Je vais passer la parole maintenant à Daniel L'Huillier, donc vétérinaire et expert en nutrition de Kessler, et qui va nous parler de création de zones de confort chez l'animal par les arômes, avec l'effet mémoire et l'effet imprégnation. Je dois vous avouer que quand j'ai lu le titre, je me suis dit que ça allait fort intéressant, mais je vais apprendre énormément de choses.
Bonjour, je vous rassure, je vais être beaucoup plus simple que le titre. Comme ça, on va faire ça plus simple. Moi, je voulais du coup être complémentaire à la présentation de Jean-Laurent, puisqu'il a parlé de tout, sauf des noyaux aromatiques. Donc c'est bien, il m'a laissé un petit peu de place. Bon, en préambule, on pourrait dire que de toute façon, la nutrition et la zootechnie, ça reste pour moi les deux premiers piliers de la santé animale. Donc c'est pour ça que Quentin a fait venir un vétérinaire pour ne pas parler de santé animale, mais de nutrition. Donc une logique que je partage et que je vais essayer de développer sous la forme de deux concepts nutritionnels qui sont connus de tous les mammifères et particulièrement les humains, mais qui sont peu appliqués en nutrition animale pour le moment. La difficulté de ce type d'expérience ou de ce type d'usage, c'est toujours de regarder quels sont les critères qu'on va regarder. Est-ce qu'on va regarder des critères d'éthologie? Est-ce qu'on va regarder des critères de production? Est-ce qu'on va regarder des critères de consommation d'antibiotiques, par exemple? C'est toujours très compliqué puisque c'est multifactoriel, aussi bien l'expérience que les résultats. Donc là, je vais vous présenter deux concepts, leur application et puis quelques critères qu'on a regardés dessus. Et puis après, ce sera l'occasion d'en découvrir un peu plus. Les deux concepts que je veux vous présenter, c'est tout d'abord l'effet mémoire. Donc l'effet mémoire, moi, si on veut résumer en un mot, c'est la Madeleine de Proust. C'est utiliser un arôme dans un aliment pendant toute la durée de croissance de l'animal, de façon à ce que, en période de stress, que ce soit un stress induit ou un stress, une pathologie, que ce soit un allottement, que ce soit une campagne de prophylaxie, que l'animal, au fait, se souvienne de l'arôme dans l'aliment qu'il a et qu'il maintienne son niveau d'ingestion. Alors, c'est un objectif purement performance, on va dire, de maintenir le niveau d'ingestion, mais au fait, l'animal, il va se réfugier, et je reviens sur le titre, dans sa zone de confort. Donc, c'est utiliser la mémoire de l'animal, la mémoire olfactive et gustative, pour maintenir son niveau d'ingestion. Et un animal qui mange bien, y compris en période de stress, il a tendance à mieux lutter et à rester en bonne santé. Donc ça, c'est le premier effet que je voulais illustrer. Et je vais venir sur un essai terrain tout à l'heure. Et le deuxième, c'est l'imprégnation. L'imprégnation transplacentaire. Alors là, normalement, on en parle beaucoup moins. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est peu développé en nutrition animale. C'est très connu chez les humains. On sait qu'il y a des molécules qui passent la barrière placentaire. Il y en a d'autres qui ne la passent pas. Et chez les mammifères, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous faire toutes les dichotomies de différents placentas, de différents canaux de transfert. On va juste parler de placenta. Il y a des molécules, la plupart des molécules aromatiques naturelles peuvent passer. Alors, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été démontrées. Et la plupart des molécules synthétiques, donc de plus grosse taille moléculaire, ne passent pas. On va faire très simple, on ne va pas tout détailler, toutes les molécules. Le but, en fait, c'est de créer, si vous voulez, presque un effet mémoire, mais dès l'alimentation de la mère. Donc, au fait, c'est le même concept intellectuel. Par contre, à la place de le donner dans l'aliment premier âge, on va donner ce noyau aromatique naturel dans l'aliment de gestation, par exemple de la truie, dans l'aliment de gestation ou de fin de lactation de la vache laitière. Et ça va commencer par une imprégnation transplacentaire. Ça va se poursuivre par une imprégnation dans le lait. Et ensuite, quand le nouveau-né, donc le mammifère, le porcelet ou le veau, va rencontrer cet aliment, il sera d'office dans sa zone de confort. Donc on le sait, c'est des choses qui sont étudiées sur le tabagisme, c'est des choses qui sont étudiées dans beaucoup de domaines chez les humains. Fais attention aux mots que j'utilise. Et c'est des choses qu'on a essayé, nous, d'appliquer en nutrition animale. Et je vais vous présenter les résultats. Alors, sans diapo et tout, donc ça va être du résultat, vous allez me croire sur parole, et après on pourra en discuter. L'effet mémoire, on a fait un premier essai avec 300 porcelets, donc 150 en contrôle et 150 en lot expérimental, de la même race évidemment, et des lots homogènes. L'hypothèse de base, c'était de vérifier que l'utilisation d'un arôme, le cuxarome fruit chez nous, donc était plutôt un arôme synthétique, pouvait créer
maintenir l'ingestion, y compris en période de stress. Donc c'était ça l'hypothèse initiale. Et ensuite, on a regardé plein de paramètres. Qu'est-ce qu'on a observé globalement que la prise alimentaire et le GMQ, donc, comment a été construite l'étude, pardon. L'étude, donc on a donné en premier âge le même aliment avec ou sans cet arôme. En deuxième âge, on a donné l'arôme au de l'eau, de façon à ce que ce ne soit pas uniquement l'appétence du produit qui compte, mais vraiment l'effet mémoire. Concrètement, on a une prise alimentaire qui est augmentée, y compris sur toute la durée des 40 premiers jours chez ces porcelets. Donc, on a un GMQ qui est supérieur. Pour donner un ordre d'idée, on est de 600 à 580. Encore une fois, pour le côté statistique, il faudra me croire. Les publications sont disponibles si besoin. Concrètement, qu'est-ce que ça prouve ? Que l'effet mémoire permet de cumuler les effets de plusieurs éventuellement substances aromatiques. On aurait très bien pu utiliser des substances naturelles qui ont un effet, par exemple, antioxydant. On aurait pu utiliser des substances naturelles qui ont un effet antimicrobien. Tout dépend un peu du cocktail ou du noyau qu'on va vouloir faire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie mémoire. Sur ce lot-là, sur cette expérience-là, on n'a pas eu d'effet sur tout ce qui était observation des comportements. On n'a pas eu de différence en termes de morsures, en termes de morsures de queue, d'oreille, de lésions d'épaule, des lésions cutanées, et on n'a pas de différence significative sur le nombre de traitements antibiotiques. Donc, on va dire qu'on a joué sur l'ingestion alimentaire, tout simplement, puisque on a utilisé l'aliment comme quelque chose de rassurant. Et donc, y compris en période de stress, le porcelet a continué de manger. Voilà. C'est déjà une première chose. Ça reste le but aussi des arômes, de favoriser l'ingestion. Deuxième chose que je voulais vous présenter, et là c'est un peu plus nouveau, un peu moins utilisé pour le moment, c'est l'imprégnation fœtale. Donc, l'imprégnation fœtale, l'hypothèse de base, et ça a été démontré par plusieurs chercheurs, que certaines molécules traversent la barrière transplacentaire. Donc, au fait, on a essayé de faire un noyau. Nous, c'est le SpiceMeister et des chiffres. C'est pas le but, c'était vraiment de faire un noyau qui soit un condensé biblio et qui, sur le papier, passe la barrière transplacentaire. Donc, on a fait un noyau à base d'ail, romarin, quelques huiles essentielles. Bon, il y a plein de choses dedans. On n'a utilisé que des substances naturelles, puisque le but, c'était aussi de pouvoir le décliner en agriculture biologique. Et on a regardé ce que ça faisait comme effet de le donner dans l'aliment de la truie, dès la fin de gestation, de le donner à l'aliment de la truie pendant la phase d'allaitement, et de le donner également aux aliments porcelets du premier âge à la suite. Le lot contrôle, lui, n'a pas eu pendant la gestation et ne l'a pas eu pendant la phase d'allaitement. Il a eu par contre l'arôme en sevrage et en pré-engraissement. Concrètement, on a fait ça sur 60 truies, 280 porcelets, les tailles homogènes, etc. Vous devez me croire. Le lot contrôle, donc on en a parlé. Les résultats, on a regardé la prise alimentaire. Elle a été supérieure avec un GMQ un peu plus important, surtout au démarrage. Donc au fait, dès le démarrage, le porcelet, le fait de reconnaître une saveur avec laquelle il a été imprégné, ça a permis un meilleur résultat de prise alimentaire au début. Après, elle se stabilise. En tout cas, nous, ce qu'on a observé dans notre essai. Les lésions cutanées, tout ce qui était morsure, oreille, là, pour le coup, on a une différence significative entre le lot expérimental et le lot témoin. Donc, on n'a quasiment pas eu de morsure dans le lot expérimental. Donc, est-ce que c'est dû à l'effet des arômes ? Est-ce que c'est dû à l'effet de l'imprégnation ? En tout cas, c'était des porcelets qui passaient plus de temps à manger qu'à se battre. Donc ça, c'est ce qu'on a observé. Et enfin, on a une différence également significative sur le nombre de traitements curatifs qui ont été mis en place. La prophylaxie était la même, l'environnement était le même, pression atmosphérique, etc. Donc, on a eu vraiment une diminution du coût des traitements curatifs, que ce soit principalement antibiotiques. Pas tous vous les lister, ce n'était pas le but, mais c'est intéressant. Ce qui fait que, de toute façon, quand on parle des piliers du bien-être animal ou des 5 libertés, elles sont toutes liées.
Si vous avez un animal qui mange bien, il est probablement en bonne santé. S'il n'a pas d'eau, il mange moins, il est en mauvaise santé, et ainsi de suite. Donc, pour moi, elles sont toutes liées entre elles, et les deux piliers centrales, ça serait la nutrition et la zootechnie, puisque le reste, on est déjà dans le curatif. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'était deux effets qui sont peu discutés. Hein. J'ai fait le tour un peu des boutiques pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant, mais c'est quelque chose qui peut permettre de lier... c'est un concept qui peut être utilisé pendant tout un cycle, voire de lier l'alimentation de la mère à celle des nouveau-nés. Et ça peut être intéressant aussi bien pour le bien-être animal que d'un point de vue marketing, pour relier des produits entre eux. En conclusion, je dirais qu'on a déjà vu beaucoup de choses. J'ai presque déjà conclu, donc c'est pour finir un petit peu avec l'intervention précédente, que chaque ingrédient sélectionné par les équipes techniques... Merci Daniel. Bon, vous avez eu la petite annonce à la fin. Donc, non, ça vous démontre que la recherche en nutrition animale s'intéresse aussi au volet du bien-être animal. Je vais passer à la présentation suivante. Donc, Didier Coulmier, directeur de la recherche et développement chez Desialis. Et Didier va nous parler du rôle bénéfique de la luzerne sur le comportement des animaux, avec un exemple particulier, celui du piquage chez les poules. Merci. Bon, je ne vais pas rester trop chauvin, je vais aller au-delà de la luzerne. Et puis, effectivement, essayer de vous montrer comment nos produits déshydratés. Alors, produits déshydratés, je représente la coopération agricole Luzerne de France. Donc, c'est quoi? C'est 68 000 hectares de luzerne déshydratée en France. Et je suis aussi accessoirement directeur chez Desialis, recherche et développement. Donc Desialis qui représente 80% de la mise sur le marché de ses productions. Donc de la luzerne bien sûr, mais aussi des coproduits comme les pulpes de betterave, les drèches de blé, aussi des coproduits du raisin, pulpe de raisin, j'en passe et des meilleurs. Donc effectivement que des matières premières fibreuses déshydratées. Alors le souci du bien-être, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Bon, même si le cycle des conférences de la coopération agricole, ça fait 8 ans, je crois, qu'on est sur le thème du bien-être. Mais bon, quand on remonte encore un peu plus loin, il y a un arrêté du 20 janvier 1994 en France qui est paru et qui obligeait à l'époque d'inclure des matières premières solides dans l'alimentation des veaux de boucherie. Donc déjà, dans cette logique bien-être en 1994. Et là, c'est le législateur qui imposait. Alors effectivement, au départ, plutôt que de mettre du lait, mettre des céréales, aliments énergétiques dans l'alimentation du veau, c'était une bonne idée. Par contre, on s'est vite rendu compte que pour des raisons à la fois économiques, puis aussi des raisons métaboliques, que les produits comme des matières premières fibreuses, comme la paille, les maïs plantes entières, bien sûr déshydratés, étaient quand même quelque chose qui trouvait mieux leur place. De toute façon, vous savez tous que le veau est un pré-ruminant, un ruminant en devenir. Alors des produits comme la luzerne, la betterave, je vous en ai parlé, n'ont pas eu leur place dans ce développement pour des raisons de teneur en fer trop élevée. Bon, cependant, aujourd'hui, nous continuons à travailler sur ce marché en relation avec les intervenants pour, sur d'autres matières premières, aller proposer des choses beaucoup plus adaptées à leur demande. Alors le bien-être animal, effectivement, on l'a rappelé plusieurs fois, ça repose sur 5 piliers, 5 libertés. Et puis, bon, les principaux, on a déjà parlé plusieurs fois, l'alimentation, la santé. Alors, l'alimentation, c'est naturel en tant que pourvoyeur de matières premières, comme les fabricants d'aliments. On va participer forcément au fait de remplir ce pilier alimentation, ne pas que les animaux d'élevage ne souffrent pas de faim. Pour ce qui est de la santé, on a parlé, les intervenants ont parlé assez rapidement, assez complètement tout à l'heure. À partir du moment où l'animal est bien nourri, on peut très vite faire des relations entre alimentation et santé. Et à ce titre, la filière des hydratations continue à approvisionner le marché, le monde de l'élevage, en fibres de qualité. Donc, chez nous, on distingue plusieurs types de fibres. Donc, il y a les fibres dites physiques. Alors, parmi ces fibres physiques, ce sont les produits à base de luzerne. Donc, des brins de luzerne qu'on va commercialiser sous forme de balles
Donc les produits les plus fameux, bon, c'est assez connu, Rumilus, Rumiplus. Donc ils vont permettre aux ruminants déjà d'exprimer leur comportement naturel de rumination, mais c'est pas forcément là que je vais vous emmener, c'est que l'intérêt de ces fibres vont permettre d'améliorer le fonctionnement du rumen et par-delà aider à combattre des maladies métaboliques comme l'acidose. Bon, on parle d'acidose, mais maintenant on a plus tendance à parler d'instabilité ruminale. À côté de ça, autre type de fibres que la filière est capable de proposer, ce qu'on qualifie de chimiques. Donc l'exemple, c'est les fibres digestibles des pulpes de betterave, où là, effectivement, les fibres vont non pas avoir d'effet mécanique comme le cas des brins de luzerne, mais être simplement un substrat énergétique qui va permettre d'apporter de l'énergie aux ruminants et par-delà, limiter l'incorporation d'amidon, nutriments énergétiques, dont on sait les effets dans l'aggravation des problèmes métaboliques. Alors, bien sûr, tout ça participe à l'amélioration de la santé des animaux. Donc, on le fait depuis, je dirais, presque la nuit des temps, depuis que l'éleveur va utiliser ces fibres mécaniques de luzerne ou fibres de betterave. Alors, comme les d'autres herbivores, ce type d'impact de nos matières premières sur le bien-être animal vont avoir un effet chez les équins. Tout à l'heure, on a parlé de l'exemple des lapins, mais chez les équins, d'ailleurs, à ce titre, la profession a mis en place un programme d'acquisition de référence en relation avec le monde de la recherche. Et d'ailleurs, les premiers résultats, ils sont là, puisque à l'occasion du SPACE, on lance un nouveau produit, Hippomix Fiber, qui est en présentation sur nos stands. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. All 5. Alors, historiquement, là, je viens de parler de ruminants. Sur les monogastriques, tout le monde sait, je pense, de la salle, qu'on a retiré les fibres des formules d'aliments pour monogastriques, que ce soit en volaille ou en porcin. Alors, bien sûr, la conséquence, ça a été des problèmes de santé, pas forcément qu'on a vu, mais aujourd'hui, avec tous les travaux sur le microbiote intestinal et l'intérêt des fibres, comme on l'a rappelé, effectivement, c'est des choses qui ont pu être impactées. Et puis, d'autre part, les fibres, c'est aussi un média pour que les animaux puissent assurer leur comportement naturel. Alors, je vais commencer par, je dirais, ce qui est assez connu, c'est les fibres de pulpe de betterave. Donc, où là, en alimentation porcine, c'est très bien documenté, et notamment sur les truies gestantes, où là, c'est une pratique quasiment courante chez tous les éleveurs de truies. Mais aussi, récemment, on a eu l'occasion de travailler avec les fibres sur des porcs charcutiers en engraissement. Et là aussi, on a pu montrer un effet positif toujours de nos pulpes de betterave sur le comportement et le bien-être. Alors, en fait, en volaille, on a aussi le problème du piquage dont on parlait tout à l'heure. J'y arrive. Donc, en fait, par rapport à ça, bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place ces dernières années. Et en termes de solutions, on revient le fait de mettre des fibres, d'ajouter des fibres dans la ration. Alors que ça peut être des fibres de nos matières premières, mais aussi, il y a d'autres sources de matières premières. Là, Jean-Laurent pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais aussi l'apport de fibres pour l'enrichissement du milieu. Alors cette dernière stratégie, effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits et il a été démontré que des objets consommables étaient beaucoup plus efficaces pour traiter les déviations de comportement que les objets inertes. Les objets inertes, des choses qui sont très jolies pour la communication, des jouets, des chaînes, des trucs colorés, des CD, etc. Mais c'est quand même beaucoup moins efficace pour traiter ces déviations de comportement. Donc, on a mis en place depuis quelques années un produit, donc toujours des brins de luzerne, donc en petites balles, donc qui peuvent être mis à disposition dans les élevages pour occuper les animaux. Et donc c'est un produit qu'on a lancé sous le nom de Rumilus, toujours le vieux nom de nos balles, poultry. L'efficacité a été mesurée et démontrée donc dans le cadre de collaboration qu'on a pu mener avec l'ITAVI, l'INRA et l'ANSES. On continue à développer ce genre de produits d'utilisation pour aller dans le sens de nos éleveurs. Et là, on a encore là, à l'occasion du SPACE, là, un produit qu'on a lancé, l'Alpha-Pic, qui est une luzerne qu'on a retravaillée de façon très spécifique. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi le voir non seulement sur nos sondes, mais sur l'espace agriculture demain de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Enfin, chez les porcins, toute la problématique de la demande sociétale par rapport au bien-être.
ramène sur le devant de la scène le problème de la codophagie. On parle de ne plus couper la queue des petits cochons, on arrête la codectomie, donc ça veut dire que les animaux vont être ensemble avec des queues intactes, et en général, ça ne se passe pas toujours très bien, problème de codophagie. Donc ce travail-là est fortement travaillé pour prévoir ou anticiper ce qui risque de nous tomber d'ici quelques années, à savoir l'arrêt de la codectomie. Et là encore, des démarches exploratoires qu'on a faites sur le terrain, avec ces produits à base de luzerne en balle, nous laissent envisager un moyen assez efficace pour régler le problème, peut-être pas définitivement, mais au moins aider à résoudre la chose, quoi. Donc là, en ce moment, après ces premières explorations, on est en train de travailler avec des professionnels pour mettre en place des acquisitions de références solides sur ce moyen. Donc c'est des choses aussi qu'on travaille dans la filière, c'est toujours travailler avec des références solides éprouvées par l'expérimentation. Enfin, en matière de logement, autre pilier du bien-être animal. Donc, on est aussi en action. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on parle de logement, on va parler de litière. Donc, on s'éloigne un petit peu de l'alimentation, mais comme on n'est pas très loin, puisqu'on va développer en ce moment une gamme de produits, de pailles, de céréales et différentes autres espèces végétales. Donc, avec un produit qui s'appelle le stromage notamment. Donc, en vue de répondre aux besoins d'amélioration de confort dans les bâtiments des animaux d'élevage. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des différents piliers. Alors, il y en a un que j'ai pas mentionné, c'est l'absence de stress. Alors, c'est vrai qu'en alimentation, c'est pas évident. Donc, pour l'instant, on n'a pas de proposition à faire. Bon, si ce n'est peut-être avec la luzerne de permettre aux animaux qui la consomment de voir la vie en vert. Je vous remercie. Merci beaucoup, Didier. Nous allons passer à la présentation suivante. Donc, c'est Madame Aurélia Varin qui va venir, qui est éthologue et directrice du bureau d'études Banque Kiva. On a parlé tout à l'heure des 5 libertés qui étaient liées. Et comme va nous le démontrer Aurélia Varin, ces 5 libertés sont liées, mais ne se compassent pas entre elles. C'est-à-dire qu'elles ne se substituent pas. Et vous allez nous présenter les 3 satiétés. Donc, la satiété physiologique, satiété mécanique et satiété comportementale. Merci. Merci beaucoup et effectivement, très bonne transition puisque je voulais vraiment revenir sur les 5 libertés. On en a entendu parler là tout à l'heure dans les différentes interventions. C'est bien important de comprendre que le bien-être animal est plus large que les 5 libertés. Le bien-être animal, c'est très simple, c'est est-ce que l'animal est bien ou pas. C'est très simple, mais en même temps, c'est très compliqué de l'extérieur de le savoir, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons aucune possibilité de demander directement à l'animal s'il est bien ou pas. Et on n'a pas non plus aujourd'hui de moyen de regarder dans son cerveau pour savoir s'il est bien ou pas. On ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, par contre, c'est essayer de voir de l'extérieur si les conditions qu'il a autour de lui et si ce qu'il nous montre de lui de l'extérieur tendent à nous montrer qu'il est bien. Et c'est ça qu'on fait au travers des 5 libertés, en fait. Donc les 5 libertés, c'est bien la base pour évaluer le bien-être animal et donc savoir de l'extérieur si l'animal il est bien. Donc je reviens sur ces 5 libertés-là parce qu'aujourd'hui, là, celle qui nous concerne, c'est la première et elle est très importante. Et vous verrez qu'il y a aussi les 4 autres qui sont toutes entremêlées. Donc la première, c'est l'absence de faim, de soif et de malnutrition. C'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est effectivement l'un des premiers piliers. La première liberté, pour être bien, il faut effectivement ne pas avoir faim, ne pas être sous-nutri et malnutri. La deuxième liberté, c'est la liberté sanitaire. On en a parlé également puisqu'elles sont liées de manière très proche. Si on veut être bien, il ne faut pas être malade ni souffrir de blessures. La troisième liberté, c'est la liberté environnementale. Donc celle-ci, c'est le fait d'être dans un environnement confortable. On en a parlé également parce qu'on a des interactions très nettes entre l'alimentation et la qualité de la litière, par exemple, sur les volailles, de manière assez forte. Donc là, on sait qu'il y a des interactions entre elles, et de la même manière, les animaux, pour être bien, doivent avoir un sol confortable. La quatrième, qui commence à être un petit peu plus compliquée à appréhender, c'est le fait que les animaux ne soient ni stressés, ni ont une peur particulière. Donc là, c'est un peu moins évident à appréhender, parce qu'en fait, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce qui peut faire peur ou qu'est-ce qui peut stresser l'animal dans son environnement, et qu'on essaie de retirer ce qu'on peut retirer ou d'amoindrir ce qu'il faut amoindrir. Et puis la cinquième, dont je vais vous parler un petit peu plus parce que forcément je suis éthologue, donc spécialiste du comportement animal, donc forcément j'y tiens à celle-ci, c'est le fait de pouvoir exprimer ses comportements naturels. Donc tout animal, pour être bien, doit, en plus des 5 premières libertés, doit également pouvoir s'exprimer correctement. Et c'est là où la boucle est bouclée, puisque
la cinquième liberté, la liberté comportementale, l'un des comportements les plus présents chez les animaux qu'on élève, c'est la recherche alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'élève que des animaux qui sont des proies. Nous n'élevons pas de carnivores. Nous sommes un carnivore. Donc en fait, on mange très peu et on mange quelque chose qui est très énergétique. Les animaux qu'on élève, eux, sont des herbivores, enfin des herbivores ou des granivores ou des omnivores. Mais en tout cas, ils passent beaucoup plus de temps que nous à chercher leur alimentation. Et donc du coup, c'est un de leurs premiers comportements qu'ils vont exprimer, c'est la recherche alimentaire. Ce qui explique aussi pourquoi tous les essais d'enrichissement alimentaire avec des supports alimentaires fonctionnent effectivement très bien. Puisqu'aujourd'hui, le fait d'alimenter des animaux en peu de temps avec quelque chose qui leur donne suffisamment d'un point de vue nutritionnel leur permet de combler tous leurs besoins physiologiques et donc de répondre à un certain nombre de libertés, comme on en a parlé, ça c'est évident, santé et puis tout ce qui est liberté physiologique. Par contre, d'un point de vue de la recherche alimentaire, là par contre, ce ne sera pas forcément répondu. Et donc ça s'illustre très bien dans le cas particulier des truies en gestation. Donc on en a aussi un petit peu parlé, les truies en gestation, parce que d'un point de vue nutrition et physiologique, on en parle aussi beaucoup, et alimentation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les truies en gestation doivent être aujourd'hui rationnées pour pouvoir prendre moins de poids que ce qu'elles aimeraient faire si on leur donne de nourriture ad libitum, parce qu'ensuite, elles auront des problématiques lors de la mise bas et au moment des porcelets. En gros, on cherche à ce que leurs petits, eux, s'engraissent vite, mais elles, il faut qu'elles ne s'engraissent pas trop vite, donc on doit forcément limiter leur alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pour limiter l'alimentation tout en faisant en sorte qu'elle soit bien, il fallait qu'on fasse en sorte qu'elles aient bien évidemment tous les nutriments nécessaires. Donc là, on est sur la satiété nutritionnelle. Donc c'est la première, c'est effectivement extrêmement important. Il faut qu'elle ait tout ce dont elle a besoin dans son corps, tous les acides aminés, toutes les protéines, tous les sucres, pour que tout puisse fonctionner bien. Mais il n'y a pas que ça comme satiété. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait besoin d'une satiété mécanique. Pour qu'elle soit bien, il faut que son estomac soit rempli. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu l'introduction notamment de fibres d'un point de vue réglementaire, dans des textes réglementaires d'un point de vue de protection animale. C'était pour remplir cette deuxième type de satiété, donc le fait que l'animal n'ait pas la sensation d'avoir faim en permanence, donc que son estomac se remplisse. Et la troisième, qui malheureusement est toujours un petit peu oubliée, mais parce qu'on ne pense pas encore assez à l'éthologie quand on parle justement du bien-être animal, c'est la satiété comportementale. C'est le fait de rechercher de l'alimentation. Et aujourd'hui, c'est un axe vraiment de recherche d'un point de vue alimentation et bien-être animal qui est extrêmement important, parce qu'on se rend compte que l'accès à l'alimentation ou l'accès à l'eau, donc la forme, on va dire, d'accès, là je ne vous parle pas de la formulation des aliments ou de la quantité, mais bien comment est-ce qu'ils sont donnés, à quel moment ils sont donnés, est-ce qu'il y a de la compétition aussi à l'accès, est-ce que la forme d'accès, elle est bien pensée au comportement naturel de l'animal. Tout ça, c'est des points aujourd'hui qui sont vraiment à creuser et qui permettent réellement de prendre en compte du coup le bien-être animal de manière plus complète. J'avais pensé à un autre truc. Mais c'est le problème de ne pas avoir de PowerPoint aussi, c'est qu'on pense à des points et puis du coup on oublie. Non, c'était les principaux points du coup que je voulais aborder, mais c'est que comme c'était très intéressant les interventions d'avant, j'ai pensé du coup à plein de choses à dire et puis après j'oublie. Voilà. Mais c'est pas grave, ça reviendra très probablement dans la table ronde. Et effectivement, je reviens peut-être, s'il faut, je pense, conclure sur un seul point et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est extrêmement important quand on parle du bien-être animal, c'est que les 5 libertés qui nous permettent d'évaluer si l'animal est bien ou pas, de l'extérieur, encore une fois, elles ne se compensent pas entre elles. On ne peut pas dire qu'un animal est bien parce qu'on lui donne bien à manger. On ne peut pas dire qu'un animal est bien parce qu'il est en bonne santé. Pour qu'il soit bien, bien entendu, qu'il faut qu'il soit bien alimenté et qu'il soit en bonne santé, mais pas que. De la même manière, on ne peut pas mettre un animal dans un environnement qui nous semble confortable et avec de l'espace, typiquement du plein air, en le sous-nutrissant, en lui donnant une mauvaise alimentation ou en lui donnant un déficit de soins, donc en oubliant de le soigner, là, on aura également des grosses problématiques de bien-être animal. Donc c'est bien ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est toujours ces différents aspects, et à chaque fois qu'on appréhende le bien-être animal, bien se dire, il y a des effets qui conjuguent et qui sont vraiment intéressants, et là, on l'a vu dans les présentations avant, on a parfois certaines, quand on rentre par un axe, on permet de bouger sur tous les autres axes, et c'est vraiment important, mais c'est aussi important de rentrer par les autres axes, et notamment rentrer par la liberté comportementale sur l'alimentation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dans le milieu de l'élevage qui est sous-estimé
et aujourd'hui auquel on ne pense pas assez et qui peut avoir des répercussions très rapides et vraiment très positives sur la totalité des pratiques d'élevage. Voilà, j'espère ne rien avoir trop oublié. Merci beaucoup, très très intéressant. Merci bien. Chaque année, lorsque l'on fait une conférence, on demande toujours à un éleveur d'une de nos coopératives de témoigner pour savoir comment lui, parce que c'est quand même le premier acteur du bien-être animal, comment lui vit tout ça. Donc nous avons demandé à Luc Verhaeghe, qui est un éleveur de vaches laitières, administrateur de la coopérative Sodial, qui était l'élu référent bien-être animal pour la coopération laitière, puisque chaque secteur chez nous a un élu référent, de nous apporter son témoignage. Merci Jacques. En règle générale, quand on fait une conférence comme ça, les personnes retiennent surtout la dernière intervention. Donc c'est plutôt bien, mais c'était des bonnes interventions. Et pour ne rien vous cacher, tout ce que vous dites, tout ce que vous avez dit, on le fait chez nous parce qu'il y a vraiment une relation et c'est important. Mais avant de commencer mes propos, je voudrais juste vous amener une petite anecdote. Ça s'est passé la semaine dernière. C'était une émission de télé, je ne me souviens plus laquelle, parce qu'à notre âge, on regarde beaucoup la télé. Et en fin de compte, c'est l'histoire d'une poule. Une belle poule qui était, en fin de compte, qui était une poule de compagnie, comme on a un chien ou un chat. Donc une personne, une jeune dame là, qui nous expliquait. Sa poule, bon, c'est vrai qu'elle en prenait grand soin. Et puis elle nous montre son œuf. Et puis elle nous dit, vous avez vu mon œuf là? Si elle m'a pondu mon œuf, enfin cet œuf là, c'est parce que ma poule est heureuse. Oh, bah, j'ai dit bingo. Donc en fin de compte, quel que soit l'animal, quand il y a de la production derrière, c'est que l'animal est heureux. Mais malgré tout, il faut quand même apporter tous les éléments et entre autres l'alimentation. Et c'est vrai que sur cette partie-là, quand on voit, quand on dit que ça commence à l'auge, alors oui, mais je veux dire avant l'auge, alors c'est important parce que ça veut dire que c'est l'alimentation et c'est primaire et on l'a bien entendu. Mais ce qui est important, c'est que pour qu'il y ait cette alimentation de qualité et qu'il y ait un effet favorable de bien-être sur la vache, il y a tout un travail en amont. C'est notre travail en tant qu'agriculteur. Donc nous, en fin de compte, moi je suis basé sur le nord de la France. On est une exploitation, on a 200 vaches laitières. 200 vaches laitières, on a des robots de traite, on est trois associés. Et l'alimentation, en fin de compte, c'est le noyau le plus important parce que d'abord, ça commence, alors c'est en règle générale, que ce soit de l'herbe, de l'ensilage maïs, mais c'est à peu près l'alimentation qu'on a par ici, mais ça commence à l'implantation, alors dans les choix variétaux, dans les dates de semis, parce que quelle est la précocité, quelle est la maturité, tout ça, ce sont des éléments importants qu'on prend en compte. Ensuite, on a le suivi de la culture, hein, c'est pas le tout de semer, mais bon, il y a des actes à faire hein, tout au long de la culture, du soin à apporter. Et puis après, il y a la récolte. La récolte, c'est une des choses les plus importantes parce qu'elle conditionne, en fin de compte, une alimentation sur une année. Quand on a récolté, c'est bien, mais là où c'est encore mieux et là où on y prête encore le plus d'attention, c'est sur la conservation de cette récolte. Parce qu'en fin de compte, l'alimentation, ce qui est important, c'est la qualité de l'alimentation qui va pouvoir générer une production. Entre autres, chez nous, c'est du lait. Et on s'aperçoit que on met beaucoup d'efforts justement à avoir une qualité exemplaire, parce que un aliment qui n'est pas de qualité ne nourrira jamais bien une vache ou quoi que ce soit comme animal. Donc ça, la qualité, c'est quand même quelque chose de très important, et c'est pour ça que, en fin de compte, tout cet acte-là, hein, qui prend un certain temps. Bon, c'est l'histoire de notre métier. Hein. On est agriculteur, donc on cultive. On est en autosuffisance alimentaire, donc ça c'est aussi un point important. Ça veut dire que tous les fourrages sont produits sur l'exploitation, mais le regard et l'attention qu'on porte justement à cultiver ces fourrages est primordial sur la suite et sur la production, bien sûr, de nos vaches. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais vous apporter. Le deuxième élément, donc, je livre mon lait donc, à la coopérative Sodial, et puis, depuis, ça fait 12 ans maintenant, on nous a proposé à un moment de rentrer dans une démarche, alors dite de qualité, en fin de compte, c'est une démarche qui permettait d'enrichir naturellement notre lait en oméga 3.
Donc oméga 3, bien sûr, apport santé, tout ça, on voit un petit peu où ça nous mène. Et puis, l'enrichissement se faisait par de la graine de lin extrudée. Bon. Et donc, on a dit OK, parce qu'on avait la chance aussi d'être dans le périmètre, en fin de compte, de l'entreprise transformatrice. Donc, voilà, ça a été proposé à l'ensemble des producteurs. Nous, on a accepté, on est parti. Alors, c'est vrai qu'il y avait un coût supplémentaire, parce que bon, la graine de lin extrudée, c'est quand même, il y a une transformation, donc ça coûte quand même un peu cher. Mais on avait notre coopérative qui nous suivait et qui nous a apporté, enfin, qui nous compensait, en fin de compte, ce surplus-là. Et moi, ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui, c'est que on met un aliment, en fin de compte, pour avoir un produit riche en oméga 3, donc c'est riche pour notre santé, nous, humains, hein, mais qui a aussi des effets sur la santé de l'animal. Et en fin de compte, sur 2-3 critères, on s'est vite aperçu qu'en termes de production, on avait augmenté notre production journalière par vache, naturellement, avec cet aliment. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit pour la poule ou bien pour la vache, si elle produit, c'est qu'elle est heureuse. Donc si elle monte en production, à mon avis, c'est qu'elle se sentait bien. Donc ça, c'était un des éléments importants qu'on a pu mesurer rapidement. Un autre élément qui est aussi primordial, c'est sur la reproduction. Notre objectif, nous, en tant qu'éleveurs laitiers, c'est d'atteindre un veau par vache et par an, c'est-à-dire qu'une vache, grosso modo, elle va produire 10 mois, elle se repose 2 mois, elle vèle, elle reproduit, bon, etc. Et c'est plus le niveau génétique, alors plus la productivité, est importante, plus c'est difficile d'atteindre ça. On n'est pas à 365, mais nous, grosso modo, on a un vélage tous les 392 jours. Voilà. Ça, c'est clair, ça, c'est chez nous. Si on pouvait le rapprocher, ce chiffre-là, ça serait encore mieux. Mais donc, on est sur ce chiffre-là. Ce qu'on s'est aperçu, en fin de compte, quand on veut remettre une bête à la reproduction, parce que naturellement, une vache, quand elle vèle, elle n'a pas les moyens suffisants, et nous, on n'a pas aussi les moyens suffisants de lui apporter assez d'énergie pour compenser la production qu'elle va donner en début de lactation. Donc, naturellement, elle maigrit. Ça, c'est tout, c'est comme ça. Et ensuite, elle reprend du poids. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'avec cet aliment-là, la reprise de poids se faisait beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui fait que, alors, je vous parle de entre 6 et 8 jours, hein, donc c'est pas mais sur 60 jours, ça pèse quand même, quoi. Ça, c'est quand même mesurable. Et ce qui fait que, on a pu, grâce à ça, remettre nos bêtes à la reproduction plus rapidement. Et justement, d'essayer de diminuer, là, cet intervalle vélage-vélage, hein, pour le rapprocher le plus près possible d'un an. Mais bon, ça, c'est généralement assez difficile. Donc ça, c'était un élément aussi important. Et puis ensuite, on a aussi un élément sur la santé. Alors, c'était moins mesurable, mais on s'apercevait, par exemple, que une bête... Alors, on a souvent des infections mammaires. Bon, ça existe partout. Hein, c'est ce qu'on appelle les mammites. Et en fin de compte, les guérisons étaient beaucoup plus rapides. Bon, on s'est dit, c'est peut-être dû à ça. Mais il y a un moment, il faut qu'on essaie de comparer avec notre environnement, d'autres élevages qui n'utilisent pas. Et réellement, on s'est aperçu que une bête malade qui était donc soignée, se soignait beaucoup plus rapidement et revenait beaucoup plus vite à son niveau de production qu'elle avait avant. C'est tout, c'est un élément. Et puis, on a aussi des éléments alors sur le métabolisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les parties acidose, etc., acétone, on a moins d'effets. Donc, on a vraiment eu, et on a encore, hein, parce qu'on est toujours dans la production, on a ces éléments donc, qui nous permettent de mesurer et de dire qu'aujourd'hui, sur l'aspect santé et bien-être de l'animal, il y a vraiment un effet. Un autre point aussi que quand on insémine une bête, hein, bon, grosso modo, alors ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais il nous faut une insémination, 7. Bon, ça c'est comme le nombre d'enfants, la virgule, on la trouve toujours. Hein, ça, c'est pas... Donc une insémination, 7. Aujourd'hui, on est un peu moins que ça, mais avant on était beaucoup plus. Donc ça veut dire quand même que il y a des moments, alors c'est vrai que toute la conduite, l'alimentation et tout ça, ça aide, mais il y a des moments où on se dit, bon, il y a quand même des causes à effet. Et donc, cette partie, justement, alimentaire qui nous permettait, justement, de donner de la graine de lin extrudée, on a vraiment vu l'effet sur la production et sur le bien-être de l'animal. Donc, ça vient bien dire aussi que, quelque part, l'alimentation, enfin, conditionne beaucoup de choses sur l'état de santé et puis sur le bien-être en règle générale de notre troupeau.
Voilà ce que je voulais témoigner, Jacques. Merci. Merci beaucoup, Luc. Je pense qu'on peut déjà applaudir nos 5 intervenants parce que des présentations quand même très, très intéressantes, très complémentaires. Bon, merci à Quentin d'avoir organisé cette table ronde. On arrive au temps des questions. Donc, déjà, les intervenants entre vous, voulez-vous compléter, voulez-vous commenter une intervention d'un de vos collègues? Vous avez tout à loisir pour le faire. Et puis, il y a la salle, et puis il y a Facebook. Donc, je ne sais pas si on a des questions. Je ne sais pas si on a été suivis. Enfin, Quentin nous le dira tout à l'heure. C'est lui le responsable Facebook. Moi, je suis trop vieux pour ça. Donc, Moi, je voudrais juste revenir sur l'intervention de notre collègue ici présente, dont j'ai mangé le nom. Sur le terrain, on oublie, enfin après moi en tout cas, et je pense d'autres partenaires, on oublie souvent la valence comportementale, oui. Et y compris nous tous dans notre présentation et dans l'explicite et la présentation de notre point de vue. Et donc c'est très bien de l'avoir rappelé, la complémentarité et le fait de ne pas négliger ce point-là. Et je pense que c'est intéressant pour tous les points de vue, que ce soit en universitaire, que ce soit terrain ou commerce. Ça peut être intéressant et indispensable de garder cette partie-là en tête. Merci. Ça marche là? Ouais. Oui, non mais effectivement, alors l'éthologie, personne ne connaît, hein, c'est la cata. C'est vraiment, c'est parce que c'est peu connu qu'on l'a aussi peu intégré. Mais sur le bien-être animal, l'éthologie a vraiment deux grandes forces majeures. La première, c'est qu'elle est, elle est au centre d'un des axes de l'évaluation du bien-être animal. Hein, comme on a dit, effectivement, pour voir si un animal se comporte naturellement, il faut regarder comme il se comporte, donc il faut faire de l'éthologie. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, on a des indicateurs de bien-être animal qui peuvent, de manière intégrée, c'est-à-dire certains indicateurs qui peuvent nous permettre de voir si plusieurs des axes sont répondus et qui sont en fait très facilement utilisables par l'éthologie. En fait, observer l'animal. Alors, ce que font les éleveurs naturellement au quotidien et toujours, et les éleveurs qui sont proches des animaux. Tout à l'heure, j'entendais parler des élevages innovants en lapins qui ont ramené une proximité entre l'éleveur et les animaux. C'est certain, ça on le voit aussi dans les éleveurs laitiers qui sont de force avec les animaux 2 fois par jour. C'est pas le même lien et ils ont un rapport avec l'éthologie qui est tout de suite beaucoup plus naturel. Enfin, je pense que tu pourras en témoigner. Et je pense effectivement qu'il faut maintenant déployer les connaissances qu'on a aujourd'hui des besoins des animaux et voir comment est-ce qu'on peut faire pour adapter tout leur environnement pour répondre à leurs besoins et notamment en termes d'alimentation. Merci beaucoup. D'autres commentaires, d'autres questions? S'il vous plaît. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Je vous amène le micro. Merci à tous. Donc Séverine Brunet, Alicop, fabricant d'aliments du bétail du Sud-Ouest. Je vous remercie tous de vos présentations. Je reviens sur la présentation de Madame Varin qui, pour les fabricants d'aliments, pose question justement sur ce comportement. Moi, je vous remercie. Alors, c'est pas forcément une question. C'est qu'on a, nous, des technologies de granulométrie très spécifiques en termes de comportement alimentaire dans la journée. Par les éleveurs, donc je dis bien, c'est les éleveurs qui nous témoignent de plusieurs années de comportements différents des comportements des élevages voisins en fonction des rations, des aliments, de leur composition, comme vous l'avez dit. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des résultats en élevage pour montrer aux éleveurs que ça fonctionne économiquement, zootechniquement, TB, taux, oméga 3, on arrive à le démontrer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un gap, nous, on a besoin de démontrer que la granulo, pour les fabricants d'aliments, a une importance, notamment dans la conduite alimentaire, des gens qui travaillent avec nous. Et je pense qu'on a tous besoin de s'associer sur ce comportement-là pour démontrer aux consommateurs que nos animaux vont bien, même s'ils sont une partie de l'année, on est en bâtiment, quoi. Donc voilà, c'était surtout un merci. Merci. Alors la granulométrie, mais pas que. Hein. Il y a aussi le mode, effectivement, par exemple, on a parlé tout à l'heure des enrichissements, en gros, alimentaires pour la volaille, c'est-à-dire ne pas leur donner à manger que dans un endroit centré, ce qui a d'autres intérêts d'un point de vue hygiène notamment et suivi, mais aussi à d'autres endroits, à d'autres lieux, éviter la compétition. Je pense aussi parfois à l'eau, qui est parfois aujourd'hui les modalités d'accès à l'eau. On estime que c'est
que c'est tellement la base qu'en fait, on a tendance à le négliger. Et aujourd'hui, nous, dans les audits de terrain, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'élevages qui sous-estiment ce point-là. Alors notamment avec de l'autre côté des injonctions de réduction de quantité d'eau utilisée et qui peuvent avoir tendance des fois à réduire des débits ou ce genre de choses et qui font que les animaux ont moins accès à l'eau et ont des impacts en termes de production qui se sentent pas toujours tout de suite. En fait, il peut y avoir après des effets. Clairement, il y a un lien entre bien-être animal et production, c'est évident, mais il n'est pas toujours direct et immédiat. Alors en production laitière, vous avez de la chance, c'est souvent direct et immédiat, mais c'est pas le cas dans toutes les productions, notamment dans les productions de chair. Donc clairement, on peut s'en rendre compte vraiment beaucoup plus tardivement. Donc je pense effectivement que c'est des aspects en alimentation qui sont vraiment cruciaux à travailler. Merci. D'autres commentaires? Si, moi je peux. Didier? Oui. Pardon. Ah, pardon. Jean-Laurent? Non, simplement, c'était pour Didier. compléter donc, sur effectivement l'interaction entre l'animal, son comportement et la présentation de l'aliment. C'est vrai que c'est un axe majeur et ça demande beaucoup de moyens, à la fois de technologiques pour le fabricant et de contrôle. Donc il y a les granulométries, mais aussi les contrôles, ce qu'on appelle de dureté aussi, hein, quand on alimente notamment des poulets, que ce soit sur de la miette ou du granulé. On sait que tout écart, notamment sur des périodes un peu plus, on va dire, compliquées, on a parlé du stress thermique en période chaude, peut vite arriver à du gaspillage, des animaux nerveux, voire du piquage. Donc je dirais qu'il y a vraiment une prévention à faire et je dirais que le travail du fabricant est primordial en amont, en complémentarité avec ce que fera l'éleveur, la distribution et l'environnement qu'il proposera à son animal, quoi. Merci. Didier? Je voulais rebondir sur la remarque qui était faite tout à l'heure, là, en disant mais remettre l'éleveur au milieu de ces animaux, que ce soit en vache ou en lapin. Mais là, je vois 200 vaches, 3 robots de traite. On robotise de plus en plus. Comment on va gérer ça? D'un côté, on robotise et de l'autre côté, il faut mettre les éleveurs. Alors, il va où l'éleveur? Il reste au milieu de ses animaux ou il va dans la salle de commande? C'est une question pour Luc, ça. Hein. Non, l'éleveur, il reste dans ses bêtes. En fin de compte, la robotisation au niveau de la traite, ça nous permet de limiter la contrainte, voire l'astreinte horaire des traites matin et soir, etc. Mais la présence est toujours la même. Et par contre, la présence, elle est différente. C'est-à-dire que quand on est présent pendant la traite, on est 1h30, 2 heures dans la fosse en train de traire ses vaches. Alors c'est vrai que par la mamelle, on peut sentir beaucoup de choses. Mais par contre, quand on est dans le bâtiment, parce qu'en fin de compte, c'est ça, le temps qu'on passe, on le passe dans le bâtiment, alors à faire des choses et d'autres, mais on est beaucoup plus au cœur des vaches. Et du coup, ça nous permet également de sentir les problèmes s'il y en a, les boiteries qu'on peut pas voir souvent, enfin ou peut-être moins bien quand c'est en salle de traite. Donc c'est un schéma différent. Moi, je pose, l'un comme l'autre vont bien. Néanmoins, je suis pas sûr que je retournerai en salle de traite classique si demain on me demandait d'arrêter mes robots. Mais quand même, je trouve que on y passe du temps, on y passe autant de temps qu'avant, mais avec une vision différente. Et je suis un peu d'accord, on est plus proche aujourd'hui de nos animaux qu'on pouvait l'être auparavant. Et souvent, ils nous le rendent bien. Merci. D'autres questions dans la salle? C'est ouvert, hein? Pas de questions? S'il vous plaît. Bonjour, je suis Christine Gérard, je travaille pour ADM, au service recherche et développement. J'avais une question qui concerne la compétition alimentaire à l'auge. On essaie le plus souvent de la limiter dans les élevages, a priori sur toutes les espèces. Et à l'inverse, c'est aussi un comportement un peu naturel entre les animaux qui permet de créer une hiérarchie entre les animaux. Comment on peut gérer c'est pas un problème, mais ce dilemme parfois? C'est vrai que c'est un point important. Attention, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Bourmeau est attendu au commissariat général. Merci. Allez, vas-y, Jacques. Jacques sort de ce corps. Bah ouais. Alors, je reviens quand même sur la question, mais c'est vrai que nous, dans tous les cas, on essaie qu'il n'y ait pas de conflit. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure des indicateurs de bien-être animal. Historiquement, quand on était en robot de traite, on pouvait se dire, mais de toute façon, les bêtes, elles sont en train de se faire traire, elles sont en train de manger, elles sont en train de dormir. On n'a pas besoin d'avoir une place par bête et pour loge, comme on n'a pas besoin d'avoir une place pour qu'elles se reposent. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
C'est-à-dire que maintenant, même dans les indicateurs, on fait très attention à ce qu'il y ait une place à l'auge, même si elles ne sont pas là, hein, mais peu importe, par animal. Et puis, pareil pour le couchage. Alors nous, on est dans un système, ce qu'on appelle des cornadis, c'est-à-dire que quand la bête va manger, elle peut pas bouger parce qu'il y a 2 barres de chaque côté. Et c'est ça qui nous permet, de toute façon, on n'aurait pas opté sur des barres horizontales où là, il y a possibilité d'aller à gauche et à droite parce qu'il y a toujours des dominantes. Ça, vous avez tout à fait raison. Il y a des dominantes et il faut faire attention justement à ce que ces dominantes-là ne viennent pas trop perturber. Il en faut. Dans un troupeau, il en faut parce que une dominante, c'est une vache qui va apprendre à d'autres à faire les choses. C'est une vie sociale incroyable. Et c'est pour ça que quand je reviens sur... Quand on est passé en robot de traite, on a tout appris du comportement des vaches qu'on n'avait pas cette image avant. Et en fin de compte, elles sont libres. Donc, il y a un comportement naturel, il y a des dominantes, des dominés, etc. Mais les dominantes, elles sont importantes. Et c'est là qu'on s'est aperçu, parce qu'au début, ah, toi, tu nous embêtes. Non, non, reste là, parce que ce que tu fais, on s'aperçoit qu'il y a d'autres bêtes après qui prennent le chemin, parce que, bon, elles connaissent la circulation ou autre. Donc, il en faut, mais il faut justement gérer après ce problème à l'auge, et vous avez tout à fait raison. Bon, nous, on l'a géré d'une certaine manière, c'est peut-être pas partout pareil, hein, mais c'est important. Ouais. Pour compléter sur la hiérarchie, la hiérarchie, c'est un comportement naturel chez les bovins et qui d'ailleurs, qui est présent dans énormément de nos animaux d'élevage qu'on va élever. On a des comportements grégaires, donc ils vivent tous en groupe. Ça, c'est à part le vison, mais on n'en élève plus. En France, ça va. Sinon, ils sont tous grégaires, donc ils vivent tous en groupe. Donc, je le dis, la poule là, de ton reportage tout à l'heure, elle n'était pas bien parce qu'elle n'était pas avec d'autres poules, ça c'est sûr et certain. Ou elle n'était pas aussi bien qu'elle aurait pu l'être si elle avait été avec d'autres poules. Ils sont tous sociaux, ça veut dire qu'ils ont des relations d'affinité différentes entre eux. Ils ont très clairement, les vaches ont des copines et les vaches sont ensuite des animaux qu'elles aiment moins bien. Et il y a des relations hiérarchiques. La hiérarchie, c'est pas qu'il en faut, c'est qu'il y en a. C'est comme ça, de toute façon, elle se mettra en place entre les bovins, entre les animaux qui sont hiérarchiques, et il y en a qui se met en place. C'est le rôle de l'éleveur de faire en sorte qu'elle se mette en place de manière la plus sereine possible, parce que c'est possible de le faire, et de ne pas créer des situations dans lesquelles la hiérarchie va devenir exacerbée. Puisqu'en fait, c'est les relations, c'est les moments de problème d'accès à une ressource qui est intéressante. Ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi une place de couchage qui est intéressante. Ça peut être une brosse. S'il y a une seule brosse pour 200 vaches, je peux vous promettre que ça va être un point où vous allez voir la hiérarchie s'exprimer. Là, la problématique, c'est pas la présence de hiérarchie, c'est la limitation des ressources où la hiérarchie, elle s'exprime. Donc, il faut bien distinguer ça, parce qu'on ne peut pas retirer la hiérarchie chez les animaux. C'est pas possible. Par contre, on peut faire en sorte qu'elle s'exprime moins. Et effectivement, après, l'éleveur peut s'en servir après dans son troupeau, parce que des animaux hiérarchiques, il y a des animaux dominants, dominés, il y a des leaders aussi qui emmènent le troupeau et qui ne sont pas toujours forcément exactement la dominante, qui peuvent être un peu en dessous en termes de place. Donc, il faut apprendre à le connaître, à s'en servir. Par contre, il ne faut pas l'exacerber. C'est pas parce que c'est naturel qu'il faut le forcer. C'est naturel d'avoir peur. Hein. C'est pas pour ça qu'on va mettre des cris de loup dans des bergeries. Hein. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est assez marquant. Mais en gros, c'est vrai. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour l'animal. Par contre, globalement, pour le bien-être animal, on doit faire en sorte qu'ils expriment à peu près toute leur vie d'animaux. Donc très clairement, une poule, ça vit en groupe. Si on veut qu'elle soit bien, elle doit vivre en groupe. Je reviens sur ça. Cette petite poule là, mais. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions ? Non, alors j'en ai une. Parmi les 5 libertés, il y a celle qui concerne l'absence de liaison, de lésion, de douleur et de maladie, qui entraînent parfois des utilisations d'antibiotiques à titre curatif, parfois préventif, mais c'est interdit. Quelle est la contribution de la nutrition animale à cette liberté-là ? C'est-à-dire, est-ce que demain, la nutrition animale peut dire, nous, si on fait bien notre boulot, on va limiter, on l'a déjà un peu dit, hein, mais je pense qu'il faut le redire, limiter la problématique des maladies, des lésions, des douleurs, et indirectement, puisque c'est quand même une thématique forte aussi en ce moment, limiter l'utilisation d'antibiotiques et donc lutter indirectement contre l'antibiorésistance. Alors, ma question est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais je pense qu'on peut aborder ce point-là aujourd'hui. Si, tout à fait. Donc, je peux compléter donc, le propos par rapport à la prévention en fait, qui peut être faite via l'alimentation animale. Hein. Donc, l'exemple que je donnais durant l'intervention, donc, c'était effectivement la prévention par rapport aux problèmes de poudre-dermatite que l'on peut voir apparaître donc, en élevage de volailles. Et c'est vrai que il y a tout l'environnement de l'élevage qu'il faut maîtriser sur la ventilation.
qu'il y ait des points d'abreuvement qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Donc maintenir une litière de qualité et effectivement maîtriser via alimentation animale, limiter donc l'excrétion azotée via les fientes, et pour maintenir une litière de qualité, donc limiter les fermentations digestives de l'animal et qu'il y ait moins de problèmes digestifs et moins d'excrétion d'eau dans la litière et la maintenir de qualité. Donc cette litière de qualité apportera ce confort physique à l'animal, donc au niveau de la voûte plantaire, et en complément aussi le confort respiratoire, parce que qui dit aussi litière qui se dégrade avec beaucoup de protéines, dit production d'ammoniac et donc des problèmes respiratoires. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des vraies solutions au niveau nutritionnel, donc j'en ai parlé, pour valoriser donc ce qu'on appelle l'utilisation digestive de l'aliment et avoir le moins d'indigestibles possible. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Par contre, en complémentarité, ce que je disais, avec le travail de l'éleveur, parce que je dirais que le meilleur aliment, voilà, si derrière, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies en élevage pour éviter le problème, l'aliment ne va pas résoudre le problème. Par contre, effectivement, c'est en complémentarité, ça fonctionne très très bien aujourd'hui. D'où le rôle d'observation et le rôle de premier rang de l'éleveur. Oui, par rapport à cette question, c'est vrai que c'est important. Alors nous, par exemple, dans les bovins laitiers, notre problématique, nous, c'est les pattes. C'est les pattes parce que ça circule et autres. Et en fin de compte, on améliore aussi cette résistance aux lésions et autres en apportant par exemple de la biotine dans notre minéral. C'est juste un nutriment qui va permettre de durcir la corne et du coup de limiter un peu. Alors ça va pas réduire à zéro, mais ça permet quand même. Et donc on travaille sur ce type d'aliments pour limiter justement les problèmes de lésions. Daniel, vous voulez dire quelque chose peut-être ? Oui, je vais parler un tout petit peu d'antibiotiques avec la casquette vétérinaire. La plupart de la consommation d'antibiotiques, elle a deux origines en fait. En travaillant sur la nutrition, on peut travailler sur les causes et la réduction des facteurs de risque de maladie. Et du coup, vu qu'il y a énormément de la consommation d'antibiotiques qui est liée à des maladies métaboliques ou nutritionnelles, ou en tout cas qui sont favorisées par un déséquilibre alimentaire ou une maladie nutritionnelle, le fait de travailler en amont sur la nutrition, on va pouvoir réduire les antibiotiques. C'est pas la nutrition qui guérit l'animal. Par contre, si on réduit les causes qui vont favoriser ou qui vont provoquer l'apparition d'une maladie, oui, on réduira l'incidence de cette maladie et donc oui, on réduira les antibiotiques ou les autres traitements qui sont là pour traiter cette maladie. C'est clairement observé en vache laitière. Vache laitière, on a plus de 50% de la consommation d'antibiotiques qui a lieu le premier mois. Le premier mois, c'est des maladies métaboliques. Alors l'acétose, c'est pas la meilleure des images, mais c'est des maladies métaboliques qui se traduisent ensuite par des maladies infectieuses, que ce soit utérin, que ce soit mammites, que ce soit beaucoup de choses. Donc on peut faire du préventif avec la nutrition. Et puis après, je dirais exactement la même chose dans beaucoup d'espèces avec la santé digestive. On parlait du microbiote tout à l'heure, mais tout simplement un équilibre. Tout ce qui est déséquilibre peut provoquer une surpopulation bactérienne ou parasitaire. Si on évite ce déséquilibre avec une alimentation régulée, équilibrée, que ce soit en termes de fibres, en termes d'énergie, en termes d'apport en différentes substances, globalement, on peut faire beaucoup de préventif avec la nutrition et avec l'eau. Merci. D'autres questions ? Je travaille dans une porcherie dans le Morbihan, moi. Je suis salarié agricole pour l'instant. J'avais une question sur, là, c'est pas vraiment en rapport, mais c'est les cages bien-être en porc et les réfectoires. Vous avez trouvé des différences en maternité sur les truies en cage liberté et en réfectoire ? Non, je ne me cache pas du tout. J'essaie de comprendre la question des différences en termes de comportement animal. Comportement de la truie ou... Ouais, vraiment au comportement de la truie ou même après derrière en tant qu'alimentation, derrière s'il y a des séquelles sur la truie. Ok. Alors, sur le sujet purement contention et maternité-liberté, mais d'autres dans la salle peuvent s'exprimer mieux que moi sur le sujet. Clairement, là, on n'est pas du tout sur un sujet alimentation, on est sur un sujet d'animaux qui aujourd'hui ont des mouvements qui sont extrêmement réduits et contraints
à un certain stade de vie pour des raisons de conduite d'élevage aujourd'hui qui sont calibrées comme ça. Et on teste du coup et on met en place d'autres modes d'élevage qui permettent à la truie d'être beaucoup plus libre dans les mouvements. Donc très clairement, en termes de comportement, forcément, ça n'a rien à voir. On passe d'une truie qui ne peut pas bouger à une truie qui bouge. Et à une truie qui, du coup, peut exprimer beaucoup plus de son panel de comportement naturel que quand elle est contrainte dans ses mouvements. Donc d'un point de vue éthologique pur, les conséquences, elles sont effectivement sans commune mesure. Après, les conséquences en termes d'alimentation et potentiellement de conduite après technique, aujourd'hui, à notre connaissance, à partir du moment où il y a eu un apprentissage, et là on revient sur les animaux hiérarchiques et sur leur capacité du coup à apprendre, on trouve et on retrouve des caractéristiques zootechniques et des critères zootechniques de suivi qui sont similaires, voire supérieurs. Donc que ce soit en termes de production de nombre de porcelets, que en termes de succès du coup à l'insémination pour les truies, ou tous ces critères qu'on suit, en fait, à partir du moment où il y a une phase transitoire qui s'est mise en place et qui a été compris, on va dire, et clairement qu'il y a eu un apprentissage par la truie, on a ensuite des résultats qui sont similaires. Mais je ne sais pas si c'était ça le cœur de la question. Ou... Alors là, pour le coup, s'il y a bien une chance en porc, c'est que vous avez pléthore d'études. Mais alors là, ça fait 20 ans, d'un point de vue scientifique, c'est pas nouveau, la maternité-liberté. Il y a plein de papiers qui sont sortis. Après, des retours d'éleveurs, il commence à y en avoir des retours d'éleveurs français, et ça, c'est très intéressant. Et justement, qui notamment font ressortir ces éléments d'apprentissage de la truie. Mais d'un point de vue purement retour scientifique et papier, je vous invite à aller fouiller dans la bibliographie scientifique qui est extrêmement riche chez le porc et en particulier chez la truie. Merci Aurélia. Écoutez, je pense qu'on peut... encore une question? Bon, allez, la dernière, celle de Quentin. Merci, je voulais quand même profiter pour vous poser, connaître vos réactions sur la modalité d'apport en fait, de l'aliment, sur comment, de l'aliment et de l'eau d'ailleurs, les dispositifs qu'on va construire pour leur permettre de le capter, de le prendre, de le manger, de le boire, versus leur comportement naturel d'aller manger. Parce que notre titre, c'est bien le bien-être commence dès l'auge. Mais du coup, en fait, c'est en termes de conception d'auge, par exemple, ou conception d'apport d'eau. Si vous aviez peut-être des exemples un peu concrets ou des choses comme ça à partager avec nous et avec la salle. Je veux bien commencer à répondre, mais je vais répondre un peu à côté de la question, donc ça va être facile pour moi. Effectivement, donc par rapport aux enrichissements dont on parlait tout à l'heure, donc les enrichissements, alors c'est vrai que c'est pas l'alimentation, ce sont des enrichissements consommables, mais bon, l'animal le prend et le valorise peu ou prou. Effectivement, au départ, lorsqu'on est arrivé sur ce marché ou ce segment, bon, notamment en volaille, on ne s'est pas posé la question. On a posé le produit en plein milieu de l'air, de grattage par exemple, et puis les animaux faisaient ce qu'ils avaient à en faire. Et puis ça réglait le problème, l'éleveur était content, donc voilà. Et puis, lorsque tout à l'heure j'ai parlé ensuite du porcelet, donc on s'est dit, bon, on va pas se casser la tête, on va faire comme les volailles. Donc on prend un copier-coller, on met le produit en plein milieu de la cage de porcelet, et puis les porcelets vont se débrouiller. Là, finalement, ça ne marche plus pareil, puisque en fait, un porcelet, ce n'est pas une poule. Et donc, il a fallu que nous partons d'un produit qu'on redéveloppe, ce qu'on est en train de faire, on redéveloppe un dispositif spécifique, un distributeur. Alors après, effectivement, ça augmente les coûts, mais là, effectivement, il faut qu'on s'adapte au comportement de l'animal pour que l'animal puisse profiter pleinement. Donc, c'est à chaque cas à trouver la solution. Alors après, il y a des choses plus ou moins complexes, des choses plus ou moins faisables. Et puis, les contraintes d'environnement, le coût du caillebotis, effectivement, quand il y a une paire de produits sur un sol plein, c'est pas gênant, ça va se mélanger à litière. Alors, il ne faut pas y en avoir trop, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais quand ça va boucher une fosse à lisier, c'est un peu plus problématique. Donc, c'est complètement pris en compte, il faut. Moi, je ferai peut-être un tout petit peu l'avocat du diable, mais c'est pour élargir au sujet du bien-être animal. Il y a le côté distribution. Un bon aliment, il peut être super équilibré, mais s'il n'est pas mangé, il ne sert à rien. Ça revient à ne pas donner à manger. Donc il faut tenir compte des contraintes bâtiments et environnementales. Si on met l'aliment par terre dans l'herbe,
peut-être que le comportement, et encore, hein, je dis bien peut-être, hein, c'est pas mon sujet, mais peut-être que l'animal aura un comportement de recherche ou de recherche de nutrition, mais peut-être par contre qu'on perdra en qualité, peut-être qu'on gagnera en souillure, en contamination, et donc on aura fait un énorme travail en amont avec un résultat qui n'est, la ration calculée ne sera pas celle ingérée. On n'a pas ajouté 10% de terre dans notre ration. Donc c'est les petits détails terrain. Hein. Et l'autre chose, on a parlé tout à l'heure de, je crois c'était lapin est bien, et éleveur est bien, et on a aussi une notion de, quand on fait du conseil ou de la zootechnie en élevage, il y a le bien-être animal, mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur, et il faut que l'auge puisse permettre de concilier les deux. Et si on donne un bon conseil à l'éleveur de tous les matins d'aller distribuer sur 5 hectares de pâture un petit peu d'aliments, c'est bien, mais les vaches, elles vont pas faire 5 hectares pour aller le bouffer, et l'éleveur, il va passer beaucoup de temps pour pas grand-chose en termes d'efficience. Donc c'est trouver le juste milieu qui soit aussi bien, qui réponde à une contrainte environnementale, à une contrainte bien-être animal et une contrainte bien-être éleveur. Juste que je voulais ajouter donc, sur cette relation toujours entre le fabricant et puis le producteur. Pardon, je vous ai coupé. Non. Et le producteur, donc c'était effectivement donc c'est le plan alimentaire. C'est qu'en fait le formulateur nutritionniste, souvent c'est pas un aliment qu'on prévoit distribuer en élevage. Alors je parle notamment monogastrique, c'est plusieurs aliments, donc une gamme qui peut jusqu'à 4-5 aliments. Et ce programme alimentaire et des quantités définies, des âges à transition définis doit être respecté aussi, et des présentations. On y revient. Hein, on a un poussin alimenté avec une miette, pas un granulé. Voilà. Et ensuite en croissance, le granulé sera adapté qu'un diamètre précis. Ça sera plutôt un vermicelle, pas un 4 mm, etc. Donc, il y a une adaptation du plan alimentaire qui doit aussi donc, être mis en application de manière la plus juste possible par le producteur. Puis après, il y a le matériel, bien sûr, hein, qu'on adapte en fonction de l'âge de l'animal, hein, que ce soit des assiettes, du linéaire, du plastron, des pipettes, etc. Et puis, bon, ce qui a déjà été dit, c'est aussi la place à table qui compte. Hein. Voilà, il y a un linéaire qui est prévu par animal qu'il faut bien sûr respecter avec les quantités recommandées par le plan alimentaire. Merci. Aurélia, vous vouliez intervenir ? J'avais 2 exemples très précis, très rapides de modalités. Oui. Par exemple, quand on présente du foin aux chèvres laitières qui est finalement un animal cueilleur et non pas un animal herbager, si on lui présente au sol, si on lui présente à hauteur et si on lui présente au-dessus de sa tête, elle va ingérer plus longtemps et plus de nourriture au-dessus de sa tête. Donc ça, il y a plein d'éleveurs maintenant qui le font, c'est tout bête en fait, juste le râtelier, il faut le mettre en hauteur. Les chèvres préfèrent. Enfin, là pour le coup, il faut juste regarder les chèvres. Si elles préfèrent, donc là elles se nourrissent plus longtemps et elles se nourrissent plus. Deuxième exemple, les canards de chair qui sont malheureusement aujourd'hui élevés la plupart du temps dans des bâtiments qui ont été pensés pour les poulets. Les poulets sont des très bons animaux picoreurs, donc picorer en fait sur une petite bille pour la récupérer de l'eau, c'est très facile pour un poulet. Pour un canard, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, il se trouve que j'ai entendu des éleveurs de canards qui nous disaient que les jeunes canards sont bêtes puisqu'ils ne savent pas boire. Ce à quoi j'ai répondu que j'ai été un peu méchante, hein, que les éleveurs de canards étaient bêtes puisqu'ils ne donnaient mal à boire à leurs canards. Un canard, ça glane de l'eau. Un canard, ça ne pique pas à aucun moment. Un canard, ça glane avec son bec et ensuite, ça va mouiller naturellement son eau. Donc, si on veut élever un canard de chair dans un bâtiment pour poulet, il va avoir des problèmes d'accès à l'eau et des problèmes qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants que ce qu'on pense. Mais non, mais c'est ça qui se passe pour de vrai. Hein. Je le jure. Hein. Non, c'est physique même. C'est physique. Et bien sûr que les canards, ils ont du mal, forcément. Enfin, je veux dire, c'est évident, c'est pas naturel pour eux, ils ne piquent pas, quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Écoutez, avant de passer la parole à Michael Marcereau pour qu'il fasse la conclusion de cette table ronde, je vous remercie d'applaudir nos intervenants pour la qualité des présentations que nous avons eues. Merci. Donc, voilà venue l'heure de conclure cette table ronde. C'est toujours compliqué de conclure après des débats aussi intéressants. Et donc, ce que je me disais, en préparant ma conclusion, que c'est important, il faut arriver à conclure un moment comme ça, mais c'est vraiment de conclure ce moment-là. Et je ne veux surtout pas conclure les débats qu'il y a eu, parce que je pense que ce qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui, c'est de susciter en vous une réflexion qui paraissait très très simple, j'espère pour vous, au début de la réunion, en se disant l'alimentation, c'est l'alimentation. Hein. Du moment qu'on la donne, c'est bien, et puis on l'a donnée. Et que j'espère que dans tout le déroulé qu'on a pu faire avec vous,
et le même cheminement que j'ai fait moi aussi, parce que je n'avais pas vu la présentation avant, on s'aperçoit que finalement, quelque chose qui paraissait très simple au tout début est peut-être un petit peu plus compliqué, mais que dans tous les cas, on peut y arriver en regardant plusieurs facteurs et qu'on est toujours dans une réalité de bien-être. Et ça, c'est vraiment important. On a vu aussi, et ça on le dit assez souvent, mais ça a été encore marqué, très souvent on nous dit c'est facile, le bien-être animal, de toute façon on voit les bêtes, c'est simple, mais on s'aperçoit que finalement le bien-être animal, le bien-être d'une vache, c'est pas le bien-être d'une poule, le bien-être d'une poule, c'est pas le bien-être d'un cochon, et que si ça s'arrêtait qu'à ça, on aurait de la chance, sauf que entre deux cochons, ils n'ont pas le même bien-être, parce que finalement ils sont pas pareils, ils sont pas construits pareil, et donc ce qu'on veut surtout arriver à travailler et à réfléchir tous ensemble, c'est que le bien-être animal, c'est une chose très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit à la coopération agricole, c'est ancré, on y travaille dessus, on avance. Dans les interprofessions, ils y travaillent, ils avancent. Sur les exploitations, on y travaille, on avance, mais ce n'est pas simple. Et c'est ensemble que tout doucement, on comprendra comment aller encore mieux dans le bien-être animal et comment faire pour avancer de plus en plus dans un intérêt commun qui soit le bien-être de l'animal, le bien-être de l'éleveur, et surtout dans un environnement où c'est que tout fonctionne très bien. Voilà globalement la conclusion que je voulais vous faire. Redire encore de ne pas hésiter, si vous n'avez pas pris le thème, prenez-le en sortant, parce que vraiment, ça nous a touché à cœur de pouvoir le faire, de pouvoir montrer les actions des coopératives. Pour les gens qui nous suivent sur Facebook, de ne pas hésiter à le télécharger. Il est disponible, on l'a mis. Vous pouvez le trouver aussi sur le site de la coopération. Alors, plus ou moins facile à le trouver, mais vous allez le chercher dans les onglets « Qui sommes-nous » et puis vous trouverez les thémas et vous pourrez le remonter. Donc, n'hésitez pas à récupérer toutes ces infos-là. Nous, on continuera à communiquer au maximum là-dessus. Vous dire aussi que peut-être certains, mais en tout cas, nous, on sera présents au sommet. Alors, ce coup-ci, je ne vais pas me tromper, je me suis trompé en ouverture, mais on sera présents au sommet de l'élevage. Et c'était avec beaucoup de plaisir qu'on était présents au SPACE pour pouvoir vous présenter cette conférence-là. Merci à tous et bon retour. Encore merci vraiment. Merci pour vos présentations. Merci Quentin pour cette organisation. Et puis à très bientôt, j'espère.